là, ce dernier tour, l'explication finale est arrivée entre les deux hommes. That's for all the kids out there who dream the impossible. Accélère, accélère, la victoire de Pierre Gasly. Sebastian Vettel, you are the world champion. You are the man. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, épisode numéro 3 des débriefs Formule 1. On va débriefer ce soir du GP d'Abu Dhabi, nouveau champion en Formule 2, nouveau champion constructeur. Pour m'accompagner pour parler de tout ça, mon acolyte de d'habitude, journaliste auto hebdo, en charge de la Porsche Carrera Cup France et commentateur aussi pour l'European Ultimate Cup Series, Alexandre Herbin. Comment ça va ? Ah, ça va, c'est bien, t'as tous les mots, mais pas dans le bon ordre, mais peut-être la semaine prochaine. Ah non, il n'y a pas de Grand Prix. Ouais, c'est dommage, mais bon, ça va bien et j'ai hâte de parler de cette finale. Avec nous, pas de bêtises aujourd'hui, pas de sortie de route, car le patron est là, le boss, le propriétaire de ce podcast, Monsieur Kevin. Tu vas te faire roast sur Twitter, j'espère t'es prêt, t'es passé du côté sombre de la force. Comment ça va ? Eh ben bonsoir à tous, à vous deux les gars. Je suis hyper content d'être là. Je suis très ému, voilà, de voir que mes stagiaires s'envolent de leurs propres ailes, donc ça me fait plaisir. J'y connais rien en F1, mais bon, pourquoi pas. Bon, je vous propose qu'on passe directement aux actus de ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé un peu avant ce week-end ? Pas grand-chose au final. On a su que Alpine allait devenir sponsor de Pramac en MotoGP. On sait que... Bon, moi personnellement, je me suis dit... pourquoi ? Mais pourquoi pas ? Quand on creuse un peu, on apprend qu'en fait, Demeo, le patron d'Alpine, est fan de moto. Il a déjà participé au sponsor de Yamaha à l'époque, 2007-2010. Avec Rossi, on s'en rappelle, la grosse Liviera avec Fiat, quand il était directeur du groupe. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Est-ce que je trouve que c'est un petit clin d'œil, vu qu'on parle de MotoGP d'habitude. Alexandre, qu'est-ce qu'on peut en penser de ça, vraiment ? C'est plus qu'un clin d'œil, parce que c'est la raison pour laquelle on a invité Kevin, donc... Non, bon, c'est pas mal, moi je trouve que c'est bien les liens qu'il y a entre la F1 et le MotoGP. Enfin, faut pas que ça se confonde trop non plus, mais il y a de plus en plus de liens qui existent, de plus en plus d'échanges entre, que ce soit les pilotes. Est-ce qu'il y a un échange technique ? Il y en a un indirectement, parce qu'on voit les ailerons par exemple qui arrivent en moto qui sont inspirés de ceux en Formule 1. Donc ouais, pourquoi pas Alpine Pramac. Après, à quel pourcentage, comment ça va se matérialiser, on sait pas vraiment. Mais moi, je suis pas contre et pas fermé à l'idée. Kevin ? Tant que la livrée est pas rose, je m'en bats les couilles. Voilà. Déjà violette, mec, on est plus à ça près. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais en vrai, pourquoi pas, je comprends pas trop le délire, mais je croyais qu'en plus Alpine était pas dans une forme olympique financièrement. Mais bon, pourquoi pas. Je n'ai pas trop su comment accueillir l'information. À voir, on va dire. Après, quand ils vont se rendre compte que les deux pilotes dessus, c'est Oliveira et Miller, je pense qu'ils vont voir flou chez Alpine. Hein. Ah, le combo entre MotoGP et F1, il va falloir se mouiller la nuque. Hein. Le combo de la loose, on est pas mal. Je pense que... T'as dit que Luca De Meo, il a sponsor en fin des années 2000 avec Rossi, et là, il passe de Rossi à Miller. C'est chaud. Hein. Ouais, il passe d'Alonso à Douane. Donc, il a vraiment les pires Australiens, quoi. C'est vraiment... Peut-être qu'il s'est trompé. Il a vu Douane, il s'est dit il faut investir en moto, et puis après on lui a dit Luca, et Douane, c'est le fils, il fait sur 4 roues. Ah, bon, tant pis, hein, maintenant que j'ai commencé, je vais au bout. Maintenant, j'ai envoyé le chèque. Voilà. Il savait même pas qu'il avait un fils, vraiment, c'est... Deuxième actu, parce que celle-là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Magnussen en WEC chez BM, on apprend que fin de carrière, il va être remplacé par Berman ou Ocon chez As. Il n'aura pas sa place l'année prochaine sur la grille F1. On apprend que il signe du coup chez BM en WEC. C'était un retour qu'on attendait peut-être, parce qu'il était déjà parti chez Peugeot avant d'être rappelé par As il y a de ça 2 ans maintenant. Un avis là-dessus, Alexandre, toi qui suis peut-être un peu l'endurance plus que nous, qu'est-ce qu'on en a pensé déjà de Magnussen chez Peugeot ? Est-ce qu'il y avait des bons retours sur lui ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui chez BMW ? Magnussen chez Peugeot, c'était forcément déjà un joli coup pour Peugeot, parce que c'est un pilote plein d'expérience. Après, il a eu l'appel de Günther Steiner pour revenir chez As. Je pense qu'on n'a pas vraiment pu analyser pleinement ce que pouvait faire Magnussen au volant de la 9X8.
Après, on voit depuis qu'ils sont arrivés en WEC, Peugeot, c'est assez compliqué pour eux. Donc, ça aurait peut-être pas été le meilleur révélateur de performance par rapport à ce que peut valoir le Danois. Moi, je pense que c'est une super nouvelle pour tout le monde. Pour d'abord Magnussen qui va rebondir chez un gros constructeur, qui a envie de gagner, qui a envie d'aller chercher un titre de champion du monde, de s'imposer aux 24 heures du Mans forcément. C'est une bonne nouvelle pour lui parce qu'il reste dans un championnat du monde et on sait que ça compte. Pour BM, c'est une super nouvelle parce qu'ils ont eu des têtes d'affiche. Valentino Rossi en GT3, en hypercar, c'est des pilotes qu'on connaît dans le monde du sport auto, mais qu'on connaît moins dans le monde du sport, peut-être plus en général. Je pense notamment à Dries Vanthoor. Mais pour Kevin Magnussen, c'est une bonne chose donc pour lui, pour BM et pour le championnat du monde d'endurance aussi, le WEC qui voit donc un nouveau pilote de F1 arriver sur la grille, après notamment Kvyat, Nick De Vries, Jenson Button ou encore Kobayashi ou Buemi qui sont depuis plus longtemps. Et ça montre aussi qu'on peut faire une passerelle directe. Parce que voilà, Buemi et Kobayashi l'avaient fait il y a quelques années, mais c'était pas l'âge d'or du WEC. Et là, on voit un pilote de F1 quitter la F1 et rebondir directement en WEC. Ce sera peut-être pas le seul. On a vu Sargent par exemple être annoncé en European Le Mans Series, qui est, on va dire, le championnat d'Europe d'endurance. Et donc ça peut être une passerelle pour les anciens pilotes, mais aussi pour les jeunes. Je pense notamment à Théo Pourchaire qui a été officialisé comme pilote de réserve chez Peugeot. Donc une bonne nouvelle pour tout le monde et hâte de voir Magnussen en piste. Par contre, il va falloir un peu qu'il se calme parce que là, c'est des courses d'endurance. Donc s'il commence à faire des manœuvres dangereuses comme en F1, pas sûr que ça plaise à tout le monde, mais le connaissant, il va surtout apporter son expérience et sa pointe de vitesse. Ok, on voit que le WEC attire de plus en plus de personnes de par les nouveaux constructeurs qui arrivent. C'est cool, la passerelle se fait vachement. On voit même la passerelle qui se fait de plus en plus pour les pilotes F2 qui n'arrivent pas à trouver de baquet en F1. Ça devient une des solutions les plus crédibles. On pense d'ailleurs, comme tu dis, à Théo Pourchaire qui, franchement, je sais pas ce qu'il conduit comme réserve, mais il conduit vachement de réserve quand même. Parce que entre celle de Sauber et celle de Peugeot, le pauvre, je pense qu'il aura jamais un baquet. Mais la passerelle se fait bien. On peut en parler vite fait, Kevin, faire un peu le parallèle avec la moto, ce qui se trouve un peu moins. Où l'endurance, vraiment, ça semble vraiment comme de la fin de carrière, là où en Formule 1, enfin en sport auto en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui reprend de la valeur. Toi, quel est ton regard un peu sur l'endurance auto de ton regard, qu'est-ce que t'en penses quoi de ce move Magnussen? C'est vraiment un downgrade, tu trouves, ou c'est une bonne deuxième solution? Non, moi je pense que c'est une bonne porte de sortie parce qu'il y a que 20 baquets en fait en Formule 1 et on sait qu'il y a plus de 20 pilotes qui mériteraient d'y être. Tu parlais de Pourchaire notamment. Donc je trouve que c'est bien d'avoir un championnat de support qui peut accueillir des mecs qui sont pas tout à fait au niveau des 20 meilleurs du monde, mais pas loin. On peut dire que c'est le cas de Magnussen, même s'il est là depuis longtemps, etc. Il était un peu juste en termes de vitesse pure pour être là. Donc je trouve ça cool, ça donne de l'attrait à un championnat qui manque de hype par rapport à la F1. Donc moi je vais pas vous mentir, l'endurance, que ce soit moto ou auto, je regarde pas trop, mais c'est les noms qui sont dans les championnats qui me font allumer la télé pour ça. Voir que, tu as cité les noms tout à l'heure Alexandre, voir qu'il y a un Magnussen qui va s'ajouter, si Pourchaire du coup a vraiment un cerceau l'année prochaine aux 24 heures du Mans par exemple, avec tous les autres noms et la démultiplication des voitures en catégorie principale, ça va me donner envie de regarder. Effectivement, en moto, ça se fait pas parce que en moto, c'est vrai, l'ancien pilote de GP en moto, si je me trompe pas, c'est Randy Depugné en endurance, qui participe à l'EWC. Parce que en fait, ça s'explique déjà parce qu'il y a plus de turnover en moto, je pense, qu'en Formule 1, et surtout il y a le Superbike qui existe. Qui est vraiment la catégorie de la maison de retraite un peu du MotoGP qui sert à... Non mais c'est clairement ça donc... Qui peut s'apparenter un peu au WEC d'ailleurs, parce qu'on retrouve pas mal de pilotes F1 en fin de carrière, etc. comme Button, Magnussen. En fait c'est ça, c'est que les pilotes en fin de carrière MotoGP qui n'ont plus trop le niveau, qui n'ont plus de guidon, etc. ils vont au Superbike et pas forcément en endurance. Donc je pense que c'est pour eux une plateforme un peu plus prestigieuse et surtout qui rapporte un peu plus d'argent. Donc c'est pour ça que ça se fait beaucoup moins en moto. Mais je trouve ça trop bien qu'il y ait des pilotes avec du pédigré qui arrivent en WEX. Je trouve que ça dynamise vachement le championnat.
Et puis en moto, il y a aussi pas beaucoup de dates en championnat du monde d'endurance. Je crois 4. que cette année, ouais, enfin, depuis quelques années, c'est 4. Là où le WEC propose un calendrier à 8 ou 9 dates qui visite les 4 continents, qui va sur les mêmes circuits que la F1, qui en prime évidemment à les 24 heures du Mans. Ça a un intérêt sportif plus élevé que le WC et malheureusement, c'est peut-être vers ça que le WC doit progresser. Alors, est-ce qu'ils en ont vraiment les moyens? Mais si j'ajoutais peut-être 3 4 dates à leur calendrier, qu'on passerait à 6 7 voire 8, ça donnerait peut-être plus l'intérêt à un championnat du monde. Parce que là, tu as 4 courses. Si t'en loupes une, et si tu fais un résultat moyen, bah, être champion du monde d'endurance à la fin, c'est vraiment compliqué. Et puis, En parlant de ça, vas-y, Kevin. ouais, juste pour compléter, du coup, le fait qu'il y ait si peu de courses, c'est que c'est pas une solution à plein temps pour les pilotes. Il faut qu'ils trouvent autre chose à faire parce que c'est pas, à mon avis, pas assez rémunérateur. Donc c'est pour ça que le WEC se positionne mieux que le WC à ce niveau-là. Ouais, moi je pense qu'il y a un truc à creuser quand même pour la moto, après on va s'arrêter là-dessus quand même. Mais il y a quelque chose qui est en train de se construire, je trouve, avec les 8 heures de Suzuka, où de plus en plus de pilotes MotoGP ont envie d'y participer, etc. Il y a quelque chose de cool qui se construit, qui ressemble un peu au niveau de prestige qu'a le Mans en 24 heures, enfin en endurance auto. Je trouve que c'est quelque chose à creuser parce que le Mans c'est vraiment quelque chose qui est au même niveau que Monaco, au même niveau que l'Indy 500. C'est vraiment, il y a des pilotes de F1 qui ont fait une parenthèse dans leur saison pour aller courir le Mans. On passe à Hülkenberg si je dis pas de bêtises. Oui. Donc il y a quelque chose à Alonso creuser aussi. peut-être là-dessus. Ouais, il a essayé l'IndyCar aussi, il a tout essayé le pauvre, mais Ouais, mais il a gagné le Mans, ouais, comme ouais, Hülkenberg. c'est vrai. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là, mais en tout cas, Magnussen en WEC c'est cool, ça donne toujours, comme vous dites, de l'attrait au championnat et ça donnera toujours plus de visibilité. Kevin, je t'écoute. Petite question, ouais, comme tu as dit, avant de passer à autre chose, parce que c'est pas le sujet principal. Les pilotes qui arrivent, je vous la pose à vous, vous savez mieux que moi, les pilotes qui arrivent du coup de Formule 1, donc vous parlez du Hülkenberg, d'Alonso, des autres, est-ce qu'ils ont vraiment un step au-dessus des autres en WEC? Est-ce qu'il y a une classe d'écart avec les autres pilotes qui n'ont pas fait de Formule 1 et qui sont spécialisés là-dedans ou pas trop? De mon point de vue, pas énorme, je pense pas. En tout cas, de ce que je vois moi. Tu compléteras peut-être mieux que moi, Alexandre, mais il y a tellement de gars hyper talentueux qui accèdent pas au baquet de Formule 1 en sport auto que le gap est moins important, j'ai l'impression, en fait. Il y a des mecs, mais vraiment. Et puis en plus, les voitures, c'est pas exactement la même chose. C'est pas comme une moto où peut-être il y a moins de diffs. Là, il y a vraiment des diffs en fonction des catégories, des prototypes, etc. Entre la Formule 1, les LMP1, Hypercar maintenant. Ça se conduit pas exactement pareil. Et je pense qu'il y a des gens, il y a des gars qui peuvent tirer leur marron du feu, qui seront peut-être pas super perfos en monoplace, mais qui arriveront sur prototype type Le Mans à être super forts, voire peut-être meilleurs qu'un pilote de Formule 1, quoi. C'est intéressant. Oui, c'est à peu près ça, dans le sens où l'adaptation, elle se fait forcément plus vite pour certains pilotes de F1, et c'est souvent ce qu'on entend dire chez Toyota, par exemple, quand on a parlé de l'arrivée d'Alonso, et ils étaient assez impressionnés de la façon dont il s'adaptait. Euh, mais c'est pas évident non plus, c'est-à-dire que on voit Nick De Vries, alors certes, beaucoup vont critiquer Nick De Vries pour son niveau, tout ça, ça reste quand même un pilote de talent, champion du monde de formule électrique, tout ça, c'est pas non plus n'importe qui. Bah, il est vite, ouais, il fait partie des très bons pilotes. Est-ce qu'il met une gifle à tout le monde? Non. Est-ce que Verne a mis une gifle à tout le monde? Non plus. C'est pareil pour Buemi. Il y a peut-être un temps d'adaptation moins long pour les pilotes qui viennent de la Formule 1, mais ça reste quand même une discipline de spécialistes et je pense pas que si Max Verstappen arrivait demain, il mettrait 1 seconde et demie à l'ensemble du plateau. Et je suis même convaincu qu'il roulerait rapidement dans les mêmes chronos que les meilleurs, mais qu'il mettrait pas une gifle à tout le monde. Il y a Ok. un bon contre-exemple à ça, je trouve, c'est le cas d'Oriane Pain, qui en LMP2 était très 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 perfo, mais qui en monoplace, du coup, souffre déjà d'une différence physique, je pense. Et puis, bah, c'est pas le même sport. J'ai vraiment l'impression que c'est pas le même sport, c'est quelque chose de plus accessible, euh, qui peut correspondre à différentes personnes, là où la F1 est vraiment très très élitiste, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment aussi comparable que de passer d'un prototype moto à une moto d'endurance, quoi. Ok. Ah, merci beaucoup, c'était intéressant du coup. T'as répondu à mes questions. Les gars, je vous propose qu'on enchaîne. L'avis sur le circuit, ce week-end on était à Abu Dhabi, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça toujours un peu sympa. Moi, c'est course de nuit, finir la saison, c'est toujours un peu spectaculaire.
Il y a toujours des bons souvenirs aussi et des plus mauvais. On pensera peut-être à 2021 pour certains. Euh, Alexandre, peut-être ton avis sur le circuit. J'ai eu la chance d'y aller Bon, en janvier ouais, dernier. putain, Et mais tu me dégoûtes. Et on vous invite à aller voir la vidéo. Il a fait une vidéo documentaire d'ailleurs sur son week-end. On vous invite à aller la voir. Le lien sera dans la description. C'est gentil. Ah, Ça, c'est alors, gentil. hein. Après, on verra si Kevin le met, mais c'est C'est pas c'est moi, max gros. de me pousser un peu dans mes projets. Mais non, c'est un endroit, et bon, on va dire que j'en fais trop, tout ce que vous voulez, mais je m'en fous parce que c'est mon avis. C'est un endroit qui est vraiment magique. Déjà, pour moi, ça a aucun rapport avec les circuits européens en termes d'infrastructure, tout ça. De jour, c'est déjà incroyable, et quand la nuit tombe, que tout s'allume, c'est fantastique. Et aujourd'hui, c'est le plus beau circuit que j'ai fait de ma vie. Et non, franchement, c'est incroyable. Et là, C'est c'est un la peu première fois que je Disneyland, pense. quoi. Ah ouais, ouais, bah t'es vraiment à Disneyland. Quand tu fais Ok. le track walk, t'as des tribunes, par exemple, à la fin du premier secteur, là, dans la longue épingle à gauche, la tribune là qu'ils appellent donc le stadium, chez eux, comme à peu près dans tous les endroits où il y a une tribune qui fait un V ou un L, ça dépend des endroits. Et bah là, cette tribune, c'est vraiment imposant, mais pouah, c'est un. Alors, oui, t'as cette impression de rentrer dans un stade, mais ça arrive dans plusieurs circuits, mais c'est vraiment imposant. La tribune dans le long de la ligne droite, tout en haut, t'as une vue dingue. Puis l'hôtel qui a dans la dernière portion, quand il s'allume, tu fais waouh, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie et le plus beau circuit, assurément. Donc, ouais, je serais pas très objectif sur ça. Et après, en termes de piste, moi, je trouve qu'il est vraiment assez cool parce qu'il offre des opportunités de dépassement. Dans le secteur 3, il ne pardonne pas l'erreur, donc je trouve que c'est un vrai bon circuit aussi, au-delà du cadre féerique qu'il y a là-bas. Kevin, je t'en prie, enchaîne. Moi, je suis pas un immense fan, même si je pense que je l'apprécie plus qu'avant en termes de. Tu parlais beaucoup d'Alex de la structure de l'environnement, etc. Au début, ça m'était assez indifférent, mais là, je l'aime bien. J'aime beaucoup le fait que ce soit le Grand Prix du crépuscule. Je sais pas pourquoi, mais j'adore que le Grand Prix parte de nuit parte de jour et finisse de nuit. Ça, je trouve ça très cool. Et je trouve que la lumière, quand le soleil est rasant, ça doit être horrible pour les pilotes, mais à la télé, ça rend vraiment bien. Je trouve le tracé proche d'être à chier, par contre. Je suis d'accord. Je le trouve. Alors, la deuxième partie, après la deuxième zone de DRS, là, il n'y a rien. C'est que des virages à 90 degrés qui s'enchaînent. Il se passerait. Même la première, hein. Ouais, alors, encore le premier secteur, je le trouve cool. Le premier secteur, je le trouve plutôt pas mal. Jusqu'à la deuxième zone de DRS. Après, je trouve que ça fait un peu Frankenstein. Je le trouve pas mauvais. Alors, j'ai pas eu la chance d'y mettre les pieds. Je l'ai beaucoup joué, par contre, sur ce jeu vidéo. Et ça va, enfin, il y a pire, il y a largement pire, mais ça me fait pas archi rêver. Par contre, ouais, toute l'infrastructure, le fait le coucher de soleil, etc., ça, c'est vraiment cool. Je trouve ça bien qu'ils finissent là-bas, je trouve que c'est adapté. Ok. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il est proche d'être à chier. Le premier, en fait, ce qui est dommage sur le circuit, c'est que c'est les lignes droites qui conditionnent juste, ton dépassement. Tu peux pas race dans le secteur 1 ni dans le secteur 3. Et t'as deux lignes droites qui conditionnent tes dépassements. Je trouve ça assez dommage. Il y a pas de. Enfin, à la limite, le seul virage qui pourrait conditionner ton dépassement, c'est du coup la fin de la première zone de DRS. Le S, là, si tu sors bien, etc., tu peux conditionner ta deuxième zone. Ce qui ajoute un petit côté stratégique qui peut être sympa des fois, où certains pilotes vont pas vouloir doubler dans la première, mais pour être mieux dans la deuxième. Mais malgré les changements qu'ils ont apportés, le secteur 1 sert pas à grand chose, le secteur 3 non plus. Parce qu'après le secteur 3, tu renchaînes une ligne droite de départ, mais qui est pas assez longue. Tu renchaînes ensuite directement sur des virages où c'est impossible de se doubler, donc je le trouve assez mid. Après, pour revenir sur ce que vous dites, par contre, les infrastructures et tout, c'est très bien. Montagnier en parlait, il y a déjà le 11e et le 12e box, même s'il faut 12 équipes en Formule 1. Ça, c'est quand même très bien, je trouve. Dans le futur qui arrive, ça évitera de faire des gros travaux, etc. Donc, puis en plus, s'il dit pas de bêtises, le circuit a une deuxième partie avec des box. Je pense qu'il l'utilise pas, ça. Mais Il l'utilise pour la F2. voilà, ok, c'est ce que j'allais dire, je sais pas s'ils l'utilisent pour la F2, mais du coup c'est très bien, pour une fois qu'ils sont pas sous détente et tout, c'est quand même très cool pour eux. Donc il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais je trouve ça toujours cool de finir là-bas quand même, parce que ça rappelle bien le côté top, élitiste et
Mais élitiste, je pense que c'est ça. Je veux dire, c'est très féerique, c'est très dans la démonstration là-bas. Et malheureusement, on aime ou on n'aime pas, mais ça colle avec la Formule 1 en fait. Enfin, ni plus ni moins. Ouais, c'est vraiment le pinacle du motorsport, Ouais, comme on c'est ça. dit. Tu sens que Voilà. là-bas, ça leur dépasse des poches les billets, ils savent plus quoi en faire. Voilà. Mec, c'est comme en Arabie Saoudite, hein, ils sont prêts Oui. à faire un deuxième circuit alors qu'ils en ont fait un il y a 3 ans. Enfin, ils sont plus à ça près. Pour le coup, je Bon. préfère largement Jeddah. Enfin, voilà, pardon. Mais Ah oui, je suis d'accord. Jeddah, mec, c'est toujours le pestacle, comme on dit. non, je Il trouve se que le passe toujours tracé, des choses. le tracé, il est incroyable. Je trouve. Enfin, il est mieux que. Ouais. Pour moi, le tracé est meilleur. Virages à vitesse rapide qui Ouais. peuvent provoquer des trucs derrière et tout. C'est vraiment incroyable. Je te vois lever les yeux au ciel, Alexandre. Non, mais T'as envie de te je battre? comprends. Ouais, non, j'aurais peur de vous battre justement, donc je vais pas sur ce terrain-là, mais non, mais Il je va peux pas, de comprendre niveau comprendre, ce serait tracé. évident pour nous. Après Jeddah, bon, quand tu dis spectacle, ouais, ça crée des accidents à grosse vitesse. C'est vrai que ça Non. fait Non, rêver, t'es quoi. dur, t'es dur. T'as oublié Hamilton Verstappen en 2021 ou Verstappen Leclerc en Leclerc, 2022. Verstappen. Ouais. Ah ouais, mais bon, les circuits où Hamilton Verstappen en 2021, c'était incroyable. Bon, il n'y a pas eu de Jeddah, quoi. Mais rien que le tour de qualif de Verstappen en 2021, Mais Ah, Jeddah, Hamilton, Verstappen en 2021, c'est Oui, dans ce cas-là, incroyable. c'est la guerre. Singapour, si tu reprends le tour de circuit d'Hamilton à Singapour en 2018, ça Oui. fait de Singapour un circuit dingue, hein. Non, Singapour, Alors, c'est chier aussi. c'est pas bien. Bon les gars, je vous propose qu'on enchaîne sur le week-end de course. On va partir directement sur la F2. Je sais pas si t'es prêt, Alexandre, que tu nous fasses un petit Bien récap sûr. peut-être sur ce week-end de F2, ce qui s'est passé, parce qu'on avait quand même un championnat qui se passait. On avait le Français Isaac Hadjar qui arrivait avec seulement un demi-point de retard sur le Brésilien Gabriel Bortoleto. On parlait de 2 prétendants à la F1 l'année prochaine, avec un signé déjà et un dans des rumeurs très insistantes. C'est le cadre avec lequel on arrivait. Explique-nous ce qui s'est passé. On a d'abord eu une qualification avec un super résultat d'un autre Français, Victor Martins, qui a signé la dernière pole de la saison et qui commençait son dernier week-end bien mieux que tout le reste de la saison, parce qu'il a été un peu compliqué pour le pilote à Grand Prix. Dans la bataille du haut titre, on a eu Gabriel Bortoleto qui a fait la première ligne, deuxième. Isaac Hadjar, lui, était sur la deuxième ligne, donc on va dire égalité entre les deux prétendants au titre. Ça s'est moins bien passé pour le Français en course sprint. C'était le début des problèmes parce qu'au premier virage, il se fait prendre en sandwich, tout simplement, par Kushmaini et Ritomo Miyata, le japonais qui est soutenu par Toyota. Et du coup, il perd des places, il ressort hors du top 10. Derrière, Bortoleto, lui qui partait un petit peu plus loin à cause de la grille inversée, bah lui il remonte, profite déjà de cet accrochage pour gagner 3 places, puis ensuite il avait un rythme incroyable et il dépasse les autres et il revient sur la deuxième place, et à part dans les 6 premiers tours je crois, et on a derrière Pepe Marti lui qui s'est envolé et qui est le coéquipier d'Isaac Hadjar qui va gagner la course sprint, et Paul Aron qui termine 3ème, donc derrière Gabriel Bortoleto. Et donc il y a 5 points et demi d'avance pour Bortoleto sur Hadjar à l'aube de la dernière course. Mais bon, c'est la dernière course qui est la plus rémunératrice. Donc jusqu'à ce moment-là, on se dit, bon, bah on verra demain. Et puis, problème au départ de la course longue avec Victor Martins en première position qui manque de caler. Heureusement, le système anti-calage de Sardes Grand Prix fonctionne. Il a de la chance, lui. Et il peut repartir bien plus loin, mais il peut repartir. Et à côté de lui, Gabriel Bortoleto s'envole idéalement. Et juste en 3ème position, bah, Isaac Hadjar, lui aussi, cale, ou semble caler, mais lui, bah, il a pas de chance, comme toute cette saison 2024. Et son système anti-calage décide de ne pas fonctionner le jour où il y a un titre à aller chercher. C'est malheureux, il est rentré au box, il repart après 2 tours, donc il a 2 tours de retard, il remonte, il fait un peu le spectacle, et il n'oublie pas de reprendre un tour à Gabriel Bortoleto, et il montre qu'il a un gros rythme, mais bon, avec 2 tours de retard et pas d'incident majeur, il pourra pas refaire son retard et revenir. Et donc Victor Martins, lui, était aussi mal parti. On a une victoire de Durksen qui réalise une jolie fin de saison avec cette victoire devant Gabriel Bortoleto et Richard Verschoor. Et vous l'aurez compris, les malheurs d'Isaac Hadjar le privent d'un titre en Formule 2. Celui-ci revient à Gabriel Bortoleto, le futur pilote Audi. Mais comme l'a dit un certain Helmut Marko, ça ne devrait pas conditionner la présence ou non d'Isaac Hadjar en 2025 en Formule 1. Donc maintenant, on n'a plus qu'à
qu'à croiser les doigts parce que cette saison, il a vraiment été maudit, le français. Merci beaucoup Alexandre pour ce résumé. Est-ce que déjà vous avez quelque chose à dire de particulier sur ce week-end de course, quelque chose qui vous a fait réagir? Vous savez très bien de quoi on va parler ensuite. Il y a une question principale qui, euh, qui met un peu de l'ombre et un peu un voile sur ce championnat de Formule 2 qui tourne depuis un petit moment. À part ça, les gars, est-ce que quelque chose vous a fait réagir ce week-end? Bah, en fait, moi, la Formule 2, je regarde vraiment quand je tombe dessus ou que j'ai pas grand-chose d'autre à faire. J'avais pas vu beaucoup de courses cette saison. Moi, il y a deux choses qui m'ont fait réagir, comme tu dis. C'est qu'en fait, je crois qu'on s'en bat les couilles de championnat, il sert à rien. Parce que, enfin, je veux dire, c'est tellement disparate. Dis les termes, vas-y. Non, mais, enfin, je veux dire, il est pas du tout représentatif du vrai niveau des pilotes. Et quand tu regardes les mecs qui l'ont gagné et ce qu'ils font maintenant, et les mecs qui l'ont pas gagné, ce qu'ils font maintenant et tout, enfin, genre, ça a pas vraiment de sens. Donc, enfin, je trouve ça bizarre. Et là, on va sans doute en reparler, c'est peut-être ça dont tu veux dire, mais ça a mis en lumière effectivement des écarts vraiment qui ont l'air colossaux entre les voitures des pilotes. Alors, il y a des mecs sur Twitter qui sont venus nous expliquer, oui, c'est une différence de setup et tout. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est une différence de setup quand t'es au DRS derrière un mec qui l'a pas et que tu peux pas le doubler. Ça doit être ça, ouais. Donc, ouais, je trouve ça assez dommage. Et par contre, j'étais pas le dernier à, comme souvent, dire que je trouvais que le comportement d'Adjar, des fois à la radio et tout, c'était mauvais, notamment après le Monaco, je l'ai trouvé infect contre son équipe à la radio. Et là, par contre, vraiment vrai bonhomme, le mec, il a 2 tours dans la gueule, mais c'est pas grave, il se bat comme un chien, il demande à son équipe qu'est-ce qu'il peut faire, il donne tout ce qu'il a, comme tu as dit, il veut vous montrer à Bortoleto qu'il avait le rythme, etc. Alors que sa caisse était garée, très clairement. Donc je trouve qu'il a une mentalité qui peut lui permettre de tout arracher en Formule 1, qui va être souvent soumise à des critiques parce que c'est un mec très expressif et voilà, très vocal et très impulsif, mais c'est avec ce genre de mentalité, je pense qu'on va très très loin, à mon avis. Enfin, qu'on peut. Je me permets de rebondir un peu sur ce que tu dis. Déjà, pour revenir sur les setups et pour parler un peu de la relativité des performances dans le championnat, c'est vrai qu'en fait, c'est un championnat de monoplaces qui sont censés être identiques, avec les mêmes moteurs, mais déjà, entre différents teams, il peut y avoir une différence de performance, parce qu'il y a des teams qui ont plus ou moins d'argent, qui peuvent accueillir de plus ou moins bons ingénieurs, et du coup fournir de plus ou moins bonnes monoplaces. Mais il y a aussi un autre sujet, Alexandre, je vais te lancer dessus, c'est les moteurs. Quand on a pu voir par exemple Oliver Berman suivre Durksen, je pense que c'était en sprint, et pas réussir à le doubler, dire même à la radio qu'il avait une rocket ship, donc une fusée, qu'il était impossible pour lui de le doubler. En fait, il était dans le DRS, il était à 8 dixièmes, il n'arrivait pas à s'en rapprocher dans la ligne droite. Même à un moment donné, du coup, il a lâché, il s'est résolu à juste rester derrière, il restait à 1 seconde 4 pour pas allumer ses pneus, et tant pis, il était indoublable, et je pense que le tour de course longue, je sais pas si c'était pas Martins qui était derrière lui, ou peut-être j'inverse, enfin bref, il y avait encore quelqu'un derrière lui en course longue qui a carrément pas pu remonter sur lui, quoi. Donc, est-ce que vraiment le championnat est-il égal, en fait? Est-ce que les gars peuvent se battre tous avec la même arme, Alexandre? Du coup, comme tu l'as dit, Maxime, il y a des exemples précis qui montrent que techniquement, ça n'a pas l'air égal, ou en tout cas, c'est un bruit qui court depuis plusieurs manches slash saisons, parce qu'on en a déjà parlé il y a quelques années, et c'est un bruit qui augmente. Il y a le niveau du moteur, il y a ce système anti-calage dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi il se déclenche sur Martin, pas sur Adjar? Est-ce que c'est une fausse manip du tricolore? Est-ce que l'un réagit bien, l'autre réagit mal? On ne sait pas vraiment. Mais le moteur Mecha Group, c'est le sujet numéro un. Et oui, quand tu arrives à résister sans DRS, alors que tu as derrière toi un pilote qui a un très bon rythme et un gros rythme, ça veut quand même dire beaucoup de choses. On le voit en F1, dès que tu as un DRS, bah, tu as gagné une position, on va dire, en faisant un gros raccourci. Donc ouais, ça pose des questions. Quand on se pose ces questions-là, jumelées à celles sur la méritocratie et le fait de passer à l'échelon supérieur, oui ou non, et qu'en fait ça dépend pas de tes résultats, sûr que la F2 peut perdre un peu de son intérêt, mais après en quelque sorte c'est quand même le seul moyen à 97% ou 18% d'accéder à la Formule 1. Mais Donc au final, ce que j'allais dire, pardon, il y a quoi d'autre pour les jeunes si ça va pas? bah, il y a la Super Formula au Japon qui est un équivalent, pas C'est un vraiment, bon mais entre-deux, oui, en fait. qui a une sorte d'équivalence, qui a un bon entre-deux et qui a permis à certains pilotes, l'exemple le plus parlant c'est Pierre Gasly, entre la F2, GP2, d'aller en Super Formula 1 an et de venir. Mais
Quand t'es en Super Formula, t'es au Japon. C'est ce qu'a fait Théo Pourchaire avant d'aller en IndyCar parce qu'il a eu cette magnifique proposition de McLaren. Et quand t'es au Japon, t'es plus en marge des Grands Prix de Formule 1, t'es plus en marge du paddock, donc t'as le risque un peu qu'on t'oublie. Et il faut quand même être très performant là-bas, montrer que t'es au-dessus pour qu'on sache et qu'on se rappelle de toi et qu'on se Ok. rappelle que t'existes aussi. C'est ce qu'a fait Liam Lawson aussi. Et bon, la preuve, bah, il a un baquet en F1, il a peut-être un baquet chez Red Bull qui l'attend d'ici quelques instants. Donc, à part ça, pas grand-chose finalement. La Formule E peut-être, parce qu'on a eu l'exemple de Nick De Vries, mais Nick De Vries avait quand même gagné la Formule 2 avant d'aller en Formule Et E. puis il s'est fait Donc laver. non, En Formule 1, il était un peu rincé, oui, quoi. mais bon, c'est pas que, enfin, ça Oui, reste un Ouais. très bon pilote ouais, quand bien même, sûr. quoi. Donc ça peut, et c'est pour ça aussi que plusieurs pilotes de F2 sont allés tester en Formule E, ou roulent aussi en Formule E. Mais oui, à part ça, il n'y a pas beaucoup de voix, mais en même temps, quand on y pense, à part le Moto 2, qu'est-ce qui amène au MotoGP? Voilà. C'est un peu le même débat, quoi. C'est, bon, bah, si t'es pas bon en Moto 2, tu toucheras jamais le MotoGP. Et bah, si t'es pas bon Sauf, ouais. en Formule 2, tu peux peut-être toucher une Formule 1, mais il va falloir amener des gros sous. C'est toujours une histoire d'argent, évidemment. Ouais, en fait, c'est un peu ça, c'est sauf contre-exemple vraiment, ou peut-être Toprak qui lui passe par le Superbike et qui a Oui, quand même des. Mais c'est vraiment, faut Ouais, mais vraiment il a. avoir des. Comme tu disais, comme Alexandre, tu disais, quand tu passes en Super Formula, faut vraiment être très fort, faut vraiment être au-dessus pour qu'on te remarque et il faut vraiment avoir des performances qui sont extraterrestres, on dira quoi, et pour puis venir là. ça a marché chez les pilotes de la Red Bull Driver Academy, quelque part. Ouais, C'est Gasly, c'est Tsunoda, c'est Lawson, parce que Red Bull, c'était Honda, parce que Honda, c'est le Japon, et forcément, tu vois, ça attire, enfin, ça permet de rester en lumière dans un pays qui a un motoriste en Formule 1, quoi. Là où ouais, puis Théo il te Pourchaire, est-ce place que là-bas et Sauber il compte. aurait, Ouais. ouais, est-ce que Sauber aurait vraiment suivi la saison de Théo Pourchaire? On saura jamais, mais c'était plus un risque pour Pourchaire pour moi que ça peut l'être pour Tsunoda ou peut-être même pour Adjar si jamais il va pas en F1. Surtout que malheureusement, ça l'a un peu tué, quoi, pour Cher, j'ai l'impression. Parce qu'il est Mm. allé là-bas, il a pas réussi à s'adapter aussi. On sait que le Japon, c'est très compliqué aussi niveau culture. Hein. C'est pas la Formule 2, t'es pas shooté, t'es pas une star là-bas. Et puis, c'est un peu c'est un peu une monoplace qui se trouve entre les deux, qui a un peu plus d'aéro, donc c'est un bon test, mais il a pas su s'y adapter. Donc, Il a pas ça eu a été trop le aussi. temps non plus pour sa défense. Ouais, 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 mais enfin, ceux qui sont arrivés avant lui, comme exemple, on peut voir Gasly, Lawson, comme tu disais, ils ont été bons de suite, quoi. Donc c'est un pilote qui avait déjà testé avec de l'aéro avec Sauber en Formule 1, donc on attendait peut-être de lui qu'il soit performant plus tout de suite, quoi. Kevin, je vois que tu voulais dire quelque chose. Non, non, juste très rapidement, t'as parlé de Toprak, oui, mais tu vois, même en détruisant le Superbike, on n'est même pas sûr qu'il ait eu une vraie proposition de MotoGP un jour, en fait. C'est Donc, vrai. enfin, il y a eu quelques contre-exemples avec des mecs comme Crutchlow, Spies, Bellis, Edwards, Petrucci, qui sont arrivés par une voie détournée. Mais là, tu vois, on est en 2024 et il n'y a plus aucun de ces mecs-là. 100% du plateau est passé par Moto 3 ou Moto 2. Il n'y a que Jack Miller qui peut passer par Moto 2. Mais Ouais. sinon, tous les mecs sont passés par Moto 2. Hein. Donc, ouais, t'as raison, Alex. Malheureusement, il n'y a pas d'autres voies détournées. Après, la différence entre F2 et Moto 2, c'est que bah, Moto 2, c'est legit, entre guillemets. Tu vois, il y a pas forcément ces débats de moteurs différents entre les moteurs Triumph, etc. Enfin, si en fait, en général, sauf très très rares exemples, quand t'as gagné en Moto 2, t'es chaud, quoi. Pour la petite anecdote et pour conclure le sujet, j'ai ouï dire une histoire d'un mécanicien qui travaille en endurance et qui, en fait, Mecachrome fabriquerait les moteurs pour Alpine, c'est eux qui les sont fabriqués au Mans. D'ailleurs, ils n'ont pas passé les 5 heures de course. Euh, le moteur a cassé, mais on voit ça aussi en Formule 2. Hein. Il y a des gros problèmes de fiabilité alors que la saison coûte un bras. C'est un autre débat. Sur les 90 moteurs en série fabriqués, il y aurait jusqu'à 40 chevaux d'écart sur un bloc moteur, ce qui est absolument hallucinant. Et donc, alors c'est que des on-dit, hein, mais même s'il y en a que la moitié, ça pourrait faire une grosse diff et ça pourrait expliquer ce qui se passe en Formule 2 aussi, quoi. Mais ce qui est dommage, hein, parce que c'est une entreprise française, etc. Et on parle d'ailleurs d'une fourniture moteur à partir de 2026, si je dis pas de bêtises, venant de chez Honda pour la Formule 2. Donc évolution à suivre et qui pourrait redonner un peu de crédit à cette formule de promotion. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la Formule 2, les gars, ou on peut passer au week-end de Formule 1? Pas du tout. Allons-y. C'était déjà bien trop long. Allez, Formule 1, rappel des enjeux principaux avant d'arriver sur ce week-end d'Abu Dhabi. On avait surtout une bataille aux constructeurs, enfin des batailles aux constructeurs à surveiller. Celle entre McLaren et Ferrari, 21 points d'avance pour McLaren, ça semblait dur à aller chercher pour Ferrari, mais on sait jamais, ils pouvaient être
très perfo sur cette piste et faire un gros gap. Il y avait aussi à suivre la bataille entre Alpine 6ème et As 7ème, 5 points d'écart en arrivant au week-end. On exclut Racing Bulls bien sûr de cette bataille parce qu'il semblait un peu loin malgré un nouveau-né intronisé ce week-end-là qui leur a pas fait gagner beaucoup de performances. On va passer directement à la qualif. Qualif prise par Norris, 8ème de la saison et qui va être marqué directement en Q1 par la sortie d'Hamilton. Lâché trop tard par son équipe, il semblerait, il s'était lancé juste derrière Jack Doohan, il devait être à même pas une seconde au moment d'entamer son tour, ça semble assez compliqué, surtout quand on rentre directement dans un secteur sinueux où on va être déventé. J'ai pas exactement les datas, je sais pas si vous les avez les gars, mais je pense qu'il a dû en perdre un peu, et il va surtout en perdre dans le dernier secteur. En fait, il était en avance sur le temps de Russell qui était passé lui en Q2, en attendant le dernier secteur, mais il va y avoir des retardataires et tout, enfin, ça va être un peu le rush de fin, les mecs qui rentrent au pit pendant que lui finit son tour, enfin, tout ce qu'il faut pas. Et Magnussen, en fait, dans l'avant-dernier virage, va venir se serrer à l'intérieur pour lui laisser la place un maximum, il va se retrouver à l'intérieur du circuit, il va donc rouler sur un cône, qui va être coupé instantanément et qui va aller se loger sous le fond plat de la voiture d'Hamilton, ce qui va lui faire perdre environ 2 à 3 dixièmes dans le dernier secteur et l'empêcher de passer en Q2. Ce qui fera donc s'élancer Hamilton P16 sur la grille. Je trouve ça assez terrible pour terminer son aventure avec Mercedes en qualification. Le symbole était assez grand. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Peut-être Kevin, vas-y, dis-moi ta première réaction quand t'as vu ça. Moi je l'ai pas vu en direct, j'ai vu en replay ce qui s'était passé et je suis d'accord avec toi, c'est une allégorie parfaite de sa saison avec Mercedes, dans le sens où même quand il a l'air d'être plutôt dans le rythme et il va prouver le lendemain qu'il avait encore du rythme, qu'il avait beaucoup de rythme, ça fonctionne pas parce qu'il a juste pas de chance, parce que le team fait des erreurs qu'ils sont pas censés faire, surtout une équipe de ce niveau. Donc ça m'a fait me dire ok, il est temps que ça s'arrête et que les deux puissent repartir sur autre chose, quoi. Alexandre. Ouais, je pas plus à dire que Kevin, hormis ce truc de. Bah, c'était triste de finir le dernier samedi avec Mercedes comme ça, et puis ouais, ça prouve plusieurs choses qu'on voit maintenant depuis quelques semaines. Mais ça a aussi fait écho à ce qu'il avait dit au Qatar sur le fait qu'il avait plus de rythme sur un tour. Bon, je suis pas sûr déjà de un que ce soit le cas. Et puis bon, s'il a pas de rythme sur un tour, mais qu'il garde son rythme sur plusieurs, ça devrait quand même plutôt aller sur les années qui arrivent. Mais non, c'est quand même assez triste que la dernière qualif ne soit pas mémorable. Mais bon, on parlera des célébrations plus tard. Ouais, t'as raison, c'est un peu à l'image de sa saison en qualif, hein. C'est vraiment les galères, et même le week-end où il semble avoir retrouvé du rythme, parce que de ce que j'ai compris, Russell, les Evo qui étaient sur la voiture de Russell avant ce GP-là étaient sur sa voiture ce week-end-là en fait, pour qu'il puisse finir sur une bonne note, etc. Ce qui est assez cool de la part de l'équipe, je trouve, et rétrospectivement pas ouf le reste de l'année. Mais même quand il a la bonne voiture et qu'il semble avoir le rythme supérieur, il lui arrive toujours quelque chose, c'est assez dommageable et c'est pas cool pour lui. Malgré ça, McLaren en retrait pendant la Q1, Q2, eux sortent du bois pour faire 1 et 2 au final. Donc là, on se dit vraiment, Ferrari, ça va être compliqué. Sainz va faire 3ème. On reviendra un peu ce qui s'est passé avec Leclerc, qui va rester lui en Q2 après s'être fait annuler le tour qu'il plaçait pourtant en première position. Hülkenberg viendra compléter le top 4. Excellent 4ème, la Haas semble vraiment très très forte sur un tour de plus en plus, surtout en cette fin d'année. Et Hülkenberg en qualif, c'est très très solide encore une fois cette année. Il sera malheureusement déclassé pour un dépassement dans la voie des stands qu'il fera partir 3 places plus loin si je dis pas de bêtises. Et Gasly, lui, très bon 6ème, partira 5ème, et tous les deux encadrent Verstappen qui se classe 5ème à l'arrivée des qualifs mais qui partira 4ème le lendemain. La course, premier tour marqué par l'accrochage Verstappen-Piastri, bon départ de Norris, pour une fois, qui va se retrouver premier au premier virage, Piastri second, et Verstappen qui fait un très bon départ, il va sauter Sainz directement et se dire pourquoi pas en prendre un deuxième. Il va aller se jeter à l'intérieur sur Piastri qui va prendre son virage comme s'il n'y avait personne. Il va prendre une pénalité ensuite de 10 secondes. Je te vois faire la moue, Kevin. Il sera ensuite sanctionné sur ce move-là d'une pénalité de 10 secondes. Max Verstappen qui dira que les commissaires sont des idiots, mais ça on a un peu plus l'habitude. J'ai tout de suite pensé à la citation de Senna: If you no longer go for a gap, you are no more a racing driver. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars? C'est Verstappen. Malheureusement, malheureusement ou heureusement pour le divertissement, c'est ce qu'il fait. Il faisait ça. On a un peu oublié parce qu'il a surdominé 2022-2023. Donc
On avait un peu oublié ça, mais là, fin de saison, on a commencé à revoir des bribes et j'annonce 2025. Je pense que ça va être le divertissement. En fait, il a tendance à jeter la voiture à l'intérieur comme ça et dire bah, on va voir si ça passe, on va voir ce que ça donne. Il faut que le mec à côté soit un gentleman driver et veuille bien laisser sa place. C'est pas le cas de Piastri. Piastri, c'est pas Norris, hein. Après, je pense qu'il fait une erreur. Je pense pas, il prend pas le virage comme s'il y avait personne. Je suis pas archi d'accord là-dessus sur Piastri. Il laisse un peu trop de place et ça peut laisser l'idée à Verstappen de y aller. C'est là la seule erreur qu'il fait parce que s'il sert à l'inter, il y a rien à faire. Il y va pas. Après, il en laisse du coup assez pour laisser Verstappen avoir envie d'y aller, mais aussi assez pour que Verstappen puisse passer. En fait, j'ai l'impression qu'il laisse la place Piastri quand Verstappen y est, sauf que Verstappen il arrive avec beaucoup trop de vitesse, il s'ouvre et il l'emmène quoi. Donc du Verstappen dans le texte comme on avait oublié et comme on va revoir je pense rapidement l'année prochaine vu le niveau annoncé de sa voiture. Pour moi il mérite les 10 secondes pour le coup parce que il en fait trop. Il a même lui dit, après il s'est excusé auprès de Piastri, il a dit que c'était peut-être le gars de la grille avec qui t'avais le moins envie de t'accrocher. La bise à Norris avec qui il est très pote, hein, bien entendu. Donc ouais, pour moi, 10 secondes méritées, pas grand-chose de plus. Voilà, c'est du Verstappen dans le texte, avec un Piastri qui a été un peu trop gentillé. Alexandre, ton avis sur la pénalité? Ouais, la pénalité, il ruine la course d'un gars à 10 secondes, ok, c'est normal, c'est dans les règles. Après, je trouve que c'est pas le move le plus Verstappenesque Non, de c'est l'histoire. clair, c'est clair. Parce que franchement, quand tu vois l'onboard, si tu mets sur pause, quand tu vois l'espace qu'il a, dont parlait Kevin, toute personne qui a déjà fait un peu de sport auto, sans même juste en karting, enfin, quand tu vois cet espace-là, t'as envie de t'y engouffrer. Et bon, quand t'es Max Verstappen, t'as encore plus envie que les autres, mais t'as envie de t'y engouffrer. Et si jamais Piastri le voit et qu'il écarte sa trajectoire, bah Verstappen a juste gagné une place et on crie au génie parce que c'est magnifique. Donc là, c'est pas le cas. Il envoie quelqu'un dehors, il prend une pénalité, ok. Mais je trouve que c'est pas un move euh, C'est pas un suicide. attentat. Ouais, franchement, il pouvait y avoir une place et selon comment répondait le gars en face, il aurait pu gagner une position. Donc non, moi je trouve que bon, c'est mérité. Mais c'est beau d'avoir tenté et je trouve ça cool. Et puis bon, il jouait pas un titre aussi, donc je pense que voilà, il pouvait se permettre aussi de. Ah, il y va vraiment en Open Lobby F1, genre Ouais, il a plus rien à ouais, perdre. il pouvait embrocher la moitié de la grille. Pour, C'est pas grosse différence. pour moi, c'est moins pire que ce qu'il fait à Norris en Autriche, par exemple. Ou aux États-Unis? Je me rappelle plus aux États-Unis, mais en Autriche, quand il va le serrer au virage 3 là et que les deux se touchent, pour moi, Ouais. c'est plus moche que ce qu'il fait là, c'est plus sale. Là, c'est juste un move classique, il arrive avec un peu trop de vitesse et ça touche quoi. Enfin, limite, c'est pas loin d'être un race incident comme dirait Charles Leclerc. Donc voilà. C'est quoi ton avis, toi, Maxime? Moi, mon avis, c'est que il y a des moments où ça passe, comme on peut le voir aux États-Unis au départ, quand Ah, il ça va y est. forcer sur l'intérieur sur Norris et qu'il le met dehors, tu vois. Là, Norris vraiment subit le move et Verstappen souvire et il l'amène jusqu'à l'extérieur. Et tant pis, t'as perdu quoi. Alors que là, Piastri a décidé de pas forcément lâcher. Je pense qu'il sait qu'il est là. Il se doute peut-être pas qu'il va y aller. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, en fait, Piastri ouvre la porte à l'incompréhension. Mais après, c'est aussi assez compliqué d'aller fermer l'intérieur avant d'entamer le virage quand tu sais la physionomie du tracé après. Parce que du coup, il se fermerait vachement le virage derrière et pour l'enchaînement, ça le mettrait vachement en difficulté. Donc, pour moi, les 10 secondes résonnent plus sur la conséquence que sur l'action, en fait. Parce que c'est un peu optimiste de la part de Verstappen, mais en fait, derrière, c'est juste parce que ça crée un chaos, l'image est impressionnante, etc., que ça en donne 10. Tu vois, il prend la même chose quand il sort Leclerc au Mexique, et pour moi, c'est beaucoup plus... Non, c'est Norris d'ailleurs qui sort au Mexique, pardon. Quand il sort Norris au Mexique, il en prend 10, et pour moi, là, c'est beaucoup plus Ouais. important comme move que là. En sachant qu'en plus, c'est un départ, on peut être plus laxiste sur ça, mais je trouve que c'est cool qu'on sévisse aussi parce que il faut pas qu'ils se sentent non plus libres de faire ça à tous les départs et que tout le monde ait le même pied d'égalité sur les départs, quoi. Du coup, en même temps que ça, qu'est-ce qui se passe? Gros départ de Charles Leclerc qui va récupérer 8 places dans le premier tour en partant P19, il va se retrouver P11
l'extérieur kiffé, c'est un bonbon, Kevin. Je sais que tu m'as écrit avec ça. Oh, mec, Il t'a fait kiffer dans ce premier tour, Leclerc. Ah non, mais enfin, moi, je pourrais blasphémer pour des courses comme ça. Tu vois, des fois, on critique un peu Leclerc. Je voulais t'écrire après, j'ai pas dit, mais des fois, on critique Leclerc, et à juste titre, parce qu'il y a des moments où il se fait un peu dominer par Sainz sur la saison, etc. Mais quand il fait des moves comme ça, des courses comme ça, presque envie de te dire, putain, mais ok, il est dans cette caste qu'on croit dans laquelle il est. Vraiment, il est de ceux qui peuvent se bagarrer avec Verstappen, avec Hamilton. Son comportement à la radio toute la course a toujours demandé où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, etc. Je trouve ça incroyable. Et c'est externe. Alors, je sais pas quel virage c'est, je me rappelle plus du numéro de virage. Mais quand il enroule tout le monde avec ça, après, Simer Perez de faire n'importe quoi aussi et de spinner au milieu du truc de freiner tout le monde. Mais vraiment, quand il enroule tout le monde à l'extérieur, c'est incroyable. Et moi, je pense, sur la globalité de sa course, que c'est la deuxième meilleure perf individuelle de la saison pour moi, cette course de Leclerc. Tu la classes après laquelle? Après Verstappen Interlagos. Ok. Quand même. Mais enfin. Après, donc il y a ce gros départ. Au premier virage, il en double. Il fait un énorme externe au virage 7-8, je sais pas lequel c'est. Et après, tout le reste de la course, il a du rythme. Il se laisse pas piéger derrière à un moment donné. Je sais pas derrière qui, mais un peu de temps à passer. Quand il finit par passer, il s'échappe. Il double et tout. Enfin, vraiment, beau gosse. Je pense que si. Alors, moi, vous avez compris, j'adore la fiction. Inverse les deux voitures, Sainz et Leclerc. Peut-être c'est pas pareil pour Norris aussi. Ah, je sais pas si en rythme de course, la Ferrari était aussi bonne que la McLaren ce week-end, quand même, parce qu'ils avaient l'air quand même un peu au-dessus. Je pense que Leclerc avait plus de rythme que Sainz. Et Sainz, à un moment donné, il se retrouve à 1 seconde et demie. Ouais, vraiment. Ouais, je sais pas. Après, je sais pas si Norris il joue pas un peu avec leur couille aussi, ou genre il gère sa course devant, il est tranquille, il fait pas non plus d'écart où il va chercher 30 secondes d'avance. Je pense que, d'ailleurs, on peut se lancer là-dessus, à part si t'as quelque chose à dire sur le départ de Leclerc, Alexandre. Plus de départs comme ça. Ouais. mais revenons quand même sur la gestion de la course de Norris, qui est quand même assez remarquable, je trouve, qui à partir devant, qui va la gérer. C'est peut-être sa meilleure course de l'année, lui, par contre, où sans pression, au final, il va réussir à partir devant, la gérer, bonne stratégie de McLaren, un rythme incroyable, jamais mise en danger. Est-ce que c'est pas sa meilleure course de l'année? Et est-ce qu'il peut pas se baser sur ça, réussir à voir comment il a travaillé ce week-end pour partir l'année prochaine? Il nous annonçait quand même que l'année prochaine, c'était objectif champion du monde, hein, Norris. En même temps, quand tu finis vice-champion, heureusement que l'année d'après, c'est objectif champion du monde. Hein. Parce que si tu fais objectif top 5, il faudra arrêter le sport. Hein, mais, c'est Lando Norris après, on sait pas. Hein. Oui. Non, est-ce que c'est la meilleure course de sa saison? Je sais pas. Mais c'est une gestion digne d'un grand dominateur comme l'ont pu l'être Verstappen ou Hamilton. Et il a fait ce qu'il y avait de mieux à faire finalement. En fait, il est parti, il a tout bien géré, il n'a pas commis d'erreur. Il n'a pas été challengé non plus par les faits de course, les safety cars, tout ça. Mais oui, c'est une course de très bons pilotes. Après, c'est pas là qu'on l'attend parce qu'on sait qu'il est capable. On l'attend plus sur les batailles, sur être plus véloce et plus hargneux à la bagarre. Très bien. Donc, comme vous l'avez compris, Norris va gagner cette course. Sainz et Leclerc vont compléter le podium, mais ce qui ne suffira pas à Ferrari, qui échouera à 15 petits points du titre constructeur. Mais mis à part ça, on va assister aussi à une remontée d'un certain pilote qui partait de la 16e place, Lewis Hamilton, qui remonte à la 4e place avec une stratégie décalée. Il va partir en dur quand tout le monde part en médium, et il va se retrouver en médium pour finir sa course, et mettre un grand texté sur George Russell dans le dernier tour pour prendre la 4e place. Bagarre ou pas, je sais pas, ton avis sur le move, Kevin, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'il t'a fait lever de ton canapé? J'ai pas envie d'en parler. Vas-y Alex, mais j'ai pas envie d'en parler. D'un coup, le grand bonhomme de Las Vegas s'est éteint, il me semble. Non, vas-y, arrête, mec. Ah, mais au début, je pensais vraiment que Russell avait un peu relâché pour se faire enrouler et un cadeau d'adieu à Hamilton. Mais oui, c'est le cas. Ce qui fait que même si c'est le cas, ça en dit. Enfin bon, là quand même, un milieu, un 4K un dimanche après-midi, alors que même s'il dépasse pas Russell, il aurait eu la même célébration. Bon, c'est un concept, hein, chacun ses envies. Hein. Bon, moi j'aurais pas trop aimé, mais après peut-être qu'il aime bien ça, notre ami Georges. Mais au-delà de ça, j'ai vu après que d'après une étude de data, qu'il aurait passé le virage de la même façon qu'au tour d'avant. Alors, peut-être qu'il avait déjà relâché au tour d'avant, on sait pas. Mais si c'est vraiment le cas et qu'il a vraiment pris cette manœuvre par Hamilton, je dis waouh quand même, hein, parce que c'est assez exceptionnel ce qu'il lui a mis
Hamilton. Donc j'ose espérer pour Russell qui juste fait un cadeau d'adieu. Mais ouais, non, ce move par l'extérieur là. En plus, c'est un petit peu en banking ce virage. Pouah, et garder autant de vitesse, faire un truc dans un dernier tour. Franchement, au vu du week-end, il pouvait pas mieux se clôturer ce week-end pour Hamilton parce qu'il serait pas allé chercher le podium ou il aurait fallu 20 tours de plus. Mais bon, au vu de la qualif, sortir de chez Mercedes sur un move comme ça, waouh. Non mais alors le move d'Hamilton est incroyable. Enfin ça, personne pour dire le contraire. Même moi, enfin il m'a fait kiffer le rythme qu'il a toute la course, la remontée sur Russell et ce qu'il lui fait parce qu'en fait ce qu'on voit pas bien, on le voit sur la caméra embarquée, c'est qu'en fait à l'entrée il lui feinte l'inter pour que Russell protège et ensuite il part externe et il l'enroule. Donc enfin vraiment c'est à montrer dans toutes les écoles de pilotage. C'est incroyable ce qu'il lui fait. Mais à un moment donné, les gars, se faire humilier comme ça, par Lewis Hamilton, ça arrive à plein de gens bien, quoi. Non mais, enfin, je veux dire, qu'on se le dise, on parle du meilleur pilote de tous les temps, excusez-le de temps en temps de sortir un truc incroyable, quoi. Donc, enfin, pour moi, non, Russell a pas coupé, d'après en plus ce que tu dis, Alex, les datas le montrent. Il avait moins de capital au pneu, il se fait humilier, tu l'as dit, il se fait humilier en 4K, il n'y a rien de grave à ça. Moi j'ai vu une stat qui est passée. Je suis le premier défenseur de de Russell en France peut-être. Mais est-ce que vous savez l'écart de points qu'il y a entre Hamilton et Russell depuis l'arrivée de Russell chez Mercedes? Sur les 3 saisons, 2 points d'écart. C'est archi propre quand même, excusez-le, tu vois. Donc sur ce dernier move, sur les 3 ans, il finit par dominer Russell sur ce dernier move. C'est beau. Et je trouve que quitter Mercedes sur une masterclass comme ça, c'est vraiment comme il fallait le faire. Ah, je pense que c'est ce qu'il En tout fallait. cas, si Russell cherche un avocat, qui t'appelle pas. Attends, faut être objectif. Russell fait une bonne course, je trouve qu'il fait une course honnête. La Mercedes n'était pas incroyable. Il fait une course assez honnête. Mieux qu'au Qatar où il reste bloqué derrière Pierre Gasly par exemple, tu vois. Mais non. Mais il reste quand même bien bloqué en début de course d'ailleurs, hein, parce que Gasly part 3ème du coup. Enfin, sort 3ème du coup de tout ce qui sort. Et il arrive pas à le doubler jusqu'à sa pite. Hein. Après, bon, on sait que la Mercedes avec ce Pacairo-là en ligne droite, c'est pas cosy, hein, parce qu'il avait pas la bonne ce week-end. Hein, donc c'est aussi à mettre à sa défense. Il finit la course avec des durs alors que Hamilton a des médiums plus frais. Et en plus, il a pas la bonne config de caisse. Donc bon, on peut aussi le mettre la balance à pencher du mauvais côté. Il y a aussi des facteurs. Ah mais le premier volet d'Hamilton c'est quelque chose aussi, hein. Parce qu'il attend la safety, il attend safety. Pendant ce temps les pneus, il a pas pris, enfin Et ils sont des box avec 14 secondes de retard. Ouais, mais il n'a pas fait une grosse remontée dans le début de course comme l'a fait Leclerc justement parce que les durs. Et après par contre, pour la gestion des pneus durs et tout, franchement magnifique et ça lui permet d'attendre. Je pense que s'il y a une safety, il peut même jouer le podium. Bon, ça arrive pas. Et s'il y a une safety, ça peut aussi changer les choses pour Norris et les Ferrari, tout ça. Donc bon, malheureusement pour le spectacle et la fin du divertissement, ça n'arrive pas. Mais il a fait quand même un super premier relais et on a beaucoup parlé de ce dernier move. Mais l'ensemble de la course, bah, c'est du grand pilotage, j'ai envie de dire oui, mais bon, c'est Lewis Hamilton, mais c'est vraiment une très très belle course dans son ensemble, qui finit en beauté sur un dépassement génial. Bon, je vous propose qu'on fasse un petit récap un peu d'Hamilton avec Mercedes. C'est quand même 12 ans de collaboration ensemble, 246 courses, 84 victoires, 153 podiums. C'est-à-dire que 60% de ses courses avec Mercedes, il est sur le podium. C'est plus d'une sur deux. Et 6 titres. C'est quand même assez gargantuesque. Je voulais revenir avec vous sur plusieurs choses. Déjà, je voulais qu'on y passe un peu de temps, parce que c'est quand même une des plus grandes associations de l'histoire de la Formule 1. Et je voulais vous demander qu'est-ce que c'était votre plus grand souvenir d'Hamilton avec Mercedes. Malheureusement, moi je me suis remis à la F1 fin des années 2010 pour être 100% honnête. Donc en fait, tout le début, j'ai pas trop suivi. Mais malheureusement, le souvenir que j'ai tout de suite, c'est Abu Dhabi 2021, malheureusement. C'est ça le truc. Et c'est dommage parce que la collaboration est archi fructueuse. 6 titres avec eux. Et le truc dont je me souviens en premier, c'est quand il se fait chier dessus par Michael Masi et Max Verstappen. Tu vois, donc c'est un peu dommage. Mais moi, si, alors j'en ai un autre. Il y a la qualif de Singapour. T'en as parlé Alex tout à l'heure. Il y a un tour de qualif sous la pluie en Autriche qui est monumental aussi. Et c'est Autriche Covid.
ou Autriche après année Covid, je crois. Je sais plus, 2021. mais c'est sous la pluie et ce qu'il fait, Ouais. c'est monstrueux. Et moi, j'ai un souvenir, je pense enfin, je suis peut-être le seul à l'avoir, enfin, non, d'autres gens l'ont, mais moi, ça m'avait marqué. C'est Catalunya, je crois que c'est 2021 ou 2020, je sais plus, où il est derrière Verstappen et en fait, l'on propose de pit pour changer les pneus et il aura 20 tours pour remonter 20 secondes sur Verstappen, quoi. Ouais. Et déjà, 2021. son entrée au 2021, pit, ouais. elle est monumentale. Alors, le coup de cerceau qu'il met pour rentrer au pit au dernier moment pour surprendre Red Bull, je trouve que c'est incroyable. Et sa remontée quand il repart et que Bono lui dit Ok, Lewis, it's summertime now. Et l'autre, il enchaîne 20 tours qualif pour aller chercher. Ils lui disent Ouais, tu pourras le récupérer dans le dernier tour. Il le récupère dans l'avant-dernier. Enfin, vraiment, cette course-là, je l'avais trouvé incroyable. Alexandre, ton avis? Ouais, je pourrais en sortir 10 000, je crois, des souvenirs. Peut-être pour Le moi, premier qui te vient. le plus beau, c'est Turquie 2020, quand il égale Schumacher après une course de fou sur cette, ce circuit incroyable où du trophée Andros pourrait se dérouler tellement c'est de la glace, la piste. Mais ouais, quand il égale Schumacher, son discours après, les larmes et tout, je pense que c'est vraiment un truc que je dois revoir 10 fois par semaine sur TikTok et à chaque fois, ça me fait la même émotion. Il y a ça, il y a le Tour de Qualif à Singapour parce qu'on en parle beaucoup et parce que c'est un des plus beaux de l'histoire. Il y a Brésil 2021, forcément. Là, les deux Ah remontées en oui, putain, sprint et c'est en vrai. course, truc de fou. Et après, il y a un que je pense qu'il marque parce qu'il atteint le chiffre 100, mais c'est Portimao? Russie 2021. Non, Portimao, c'est quand il dépasse Schumacher en nombre de Ouais, victoires c'est avec vrai, t'as raison. 92. Ça, déjà, ouais, ça marque aussi, j'y ai pensé. En plus, il fait la célébration Black Panther parce que l'acteur de Black Panther était mort et du coup, c'est. Enfin, je trouve pareil, ça m'a fait un tout. Et après, quand il y a cette course folle en Russie où Norris est proche de gagner et il gagne pas, lui, mais les pneus pluie et il va chercher la victoire et il devient centenaire en termes de victoire. Ouais, ça m'a marqué aussi. Après, un petit peu plus loin, il y a forcément ce combat avec Rosberg, mais ça reste aussi dans la catégorie mauvais souvenir, peut-être comme face à Verstappen, parce que cette fois-ci, il n'est pas champion, mais ça reste aussi un combat de fou contre Rosberg. Je trouve ça top d'être repassé un peu sur ces événements-là. Ça retrace un peu sa carrière, c'est top. Moi, c'est vrai que sa fin de saison de 2021, elle est quand même assez incroyable, hein, quand il enchaîne le Brésil, Jeddah, Ah, il Jeddah arrive à aussi, Abu ouais. Dhabi à égalité. Enfin, le combat à Jeddah avec Verstappen, c'était un film, cette course. Pour- Avec Esteban Ocon qui se retrouve au milieu de ces gens-là, qui repart en pole parce qu'ils ont eu des négociations avec le FBI pendant le drapeau rouge. Enfin, c'était lunaire. Pour moi, Jeddah 2021, c'est la course de Formule 1 la plus folle que j'ai vue. Vraiment, c'était. Ouais, je pense. C'est une dinguerie. Et sans pluie en plus. Parce Ah, que d'habitude, des courses folles sous la pluie, c'est vrai. mais là, vraiment sur le sec, c'était incroyable. Ça, après moment marquant, forcément. Bah, fin de toute cette bataille avec Verstappen, c'était incroyable. Pour moi, je la mets au-dessus de Monza. Rosberg. Monza, Monza, c'était parce que fou. bah, c'est ça. Ah, Monza, Monza, Ah oui, c'est elle est fou. au-dessus de Rosberg pour moi, celle-là. Oui. Parce que c'est une bataille en interne avec Rosberg, c'est différent. Alors que là, Et il y a tout ce qu'il faut autour. ouais, là, il y a tout. En fait, il y a forcément, alors, pas énormément, mais un peu plus de politiquement correct dans cette bagarre avec Rosberg parce que c'est deux mecs qui se tapent de la même équipe. Là, Mm. ça y va à coup de grosses déclats, ça y va. Alors, il y a eu des accrochages. Quand on pense à Barcelone, Rosberg-Hamilton, c'était chaud. Mais là, quand même, on a une voiture qui monte sur le toit d'une autre à Monza et tout. Non, franchement, cette bataille Verstappen-Hamilton, c'est autre chose. Enfin, c'est un niveau au-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis même Verstappen, c'est pas Rosberg. Euh, pour revenir à la question initiale, je pense que ouais, le premier truc qui me vient, c'est forcément la Turquie. Les conditions de ce week-end, c'était n'importe quoi. La pole de Stroll, lui Ouais, qui j'allais dire part Paul devant de en Stroll, course. quoi, mec. Incroyable. I love my Déjà, job, ça veut dire que c'est frère, n'importe c'est quoi. Le vraiment Stroll, la seule fois où on l'a vu sourire, frère. Regarde la caméra, I love my job, allez, laisse-nous tranquille. Mais d'ailleurs, à noter que ce week-end-là, c'est peut-être le seul week-end de ma vie où j'ai pu aimer ce mec. Je sais pas, il avait un capital sympathie ce week-end-là, c'était quelque chose. Bref, aimer, Calme-toi, c'est par fort contre. quand même. Ouais. écoute, je l'ai aimé. Mhm. Et, et ouais, non, la fin de course, l'arrivée sous les confettis qui collent à la bagnole, le discours, les pneus qui sont carrément slick, enfin, c'est. Ouais, je pense que c'est ce qui représente le mieux Lewis Hamilton ce week-end-là. Je le trouve Et- incroyable. Il n'y a pas Silverstone cette année aussi où il win Ah bah oui. Oh, ouais. et il Ah, avait ça pas me dit gagné, quelque chose. il avait pas gagné depuis longtemps, il regagne à Silverstone et tout, c'était beau de fou, je trouve aussi. Surtout dans Quand des il est dans les conditions bras de son père, particulières, etc. ouais, avec la pluie et tout. Enfin, il chie sur, c'est sur Norris, je crois, qui est garé dès qu'il y a 3 gouttes de pluie, l'autre Oui, il lui c'est met une vrai. tempête et tout.
C'était pas mal ça. Et à Silverstone sur 3 roues aussi. Oh oui, Le- putain, sur oui, quand les trois pneus roues, c'est explosent et Le tout. Grand Prix anniversaire Formule 1 là où il crève et bah il y a Silverstone contre Verstappen aussi où il y a l'accident. Il prend Euh, 10 secondes de pénal, il repart, il gagne quand qui même la aussi, course. Incroyable ouais. celle-ci, ouais. Euh, Ah, il y en a un qu'on n'a pas cité et j'ai pensé aussi, c'est Hockenheim 2018 Quand Vettel finit dans les Quand barrières. Vettel va dans finit le dans les bac. barrières. Ouais. Lui, il part super loin et il gagne la course aussi avec. Mais là, il y avait la pluie aussi, donc ça fait partie de ces Mais, courses un mais peu alors, spéciales. Mais il est exceptionnel ce jour-là aussi, quoi. il y a la remontée en Hongrie aussi quand Ocon gagne. Enfin, Ouais. la voiture est tellement au-dessus, il est si fort en Hongrie, Hamilton. Oh, Enfin, faut en putain, parler de ça aussi. heureusement que Alonso lui casse les burnes, hein, sinon il va Ouais. le chercher. Et Monza, c'est pareil. Monza, quand Gasly gagne, il a pris, Ouais, il il a remonte pris comme 10 une secondes balle, de hein. pénat. Fallait pas beaucoup plus. Hein. Il est en train de remonter sur Gasly et Sainz. Il manquait pas grand-chose. Hein. Mais j'adore la Turquie pour le parallèle parce que c'est là où on a vraiment. Je pense que c'est la course où on voit le plus la différence de niveau et que c'est vraiment Hamilton qui fait la différence sur la même voiture avec Bottas. Ouais. Parce Je que comprends. d'habitude, Et il y avait avec toujours tout le il y monde. avait toujours la performance de la voiture qui mettait un peu entre parenthèses ou qui remettait en cause un peu sa performance qui était vraiment au-dessus. Mais ce jour-là, Bottas, il est catastrophique sur un circuit resurfacé, qui a aucun grip. En plus, il pleut. Bottas, je crois qu'il spin 4 fois dans la même course, alors qu'Hamilton, il va la gagner avec des pneus qui sont quasiment slick. Enfin, je trouve que c'est vraiment un jour qui démontre vraiment toute sa grâce, quoi. Je suis d'accord. Deuxième question qui arrive après, parce qu'on a parlé des chiffres. Est-ce qu'on peut se projeter un peu dans les 5, 10, 15 ans qui arrivent et se dire qu'on aura une collaboration plus prolifique que Hamilton, que Hamilton Mercedes? Parce que moi, la première idée qui me vient, c'est Red Bull et Verstappen, qui sont liés pour un contrat longue durée, et qui semble être le mec avec le talent qui égale le plus Hamilton. Mais j'ai du mal, parce que Red Bull, en fait, c'est pas Mercedes, et surtout avec ce qui vient de se passer en début d'année, la gestion interne a l'air compliquée, la longévité dans les performances qu'a eu Mercedes aussi semble compliquée à reproduire, en tout cas pour moi, avec les changements de réglementation qui vont arriver, avec aussi ce qui se passe en interne, je me répète, avec Red Bull. Vous les gars, est-ce que vous voyez Verstappen et Red Bull réussir là-dedans? Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre réussir? Peut-être Kevin, je te voyais hocher la tête. Alors, pour moi, on peut avoir dans les années qui viennent une collaboration aussi, voire plus productive. Verstappen, oui, il est 4 fois champion de suite, il en manque entre guillemets que 2, il a fait 2 tiers du chemin pour égaler. Après, comme tu l'as dit, la physionomie actuelle de Red Bull tend pas du tout là-dedans. On peut remettre aussi pas mal en question sa motivation. Donc à voir. Après, pour moi, ça joue pas qu'au pilote, et c'est ça qui fait me dire que c'est grave possible. Il y a une nouvelle réglementation, que tu l'as dit, qui va arriver. Imagine Ferrari ou Mercedes trouvent quelque chose que les autres trouvent pas. En fait, il y a 4-5 pilotes pour moi qui sont au-dessus du lot. Et demain, par exemple, si McLaren, la nouvelle réglementation, trouve quelque chose qui dit que Norris ou Piastri prend pas 5 titres de suite, quoi, parce que les autres sont trop loin. Pareil pour Ferrari avec Leclerc ou Hamilton, ou Mercedes avec Russell. En fait, t'as pas besoin d'avoir un pilote vraiment au-dessus du lot. C'est vraiment la collaboration qu'il faut mettre en avant, je pense. C'est autant Mercedes qu'Hamilton. Et je pense que les top teams avec un pilote du top tiers, il suffit qu'elle sorte gagnante d'une nouvelle réglementation, et on peut rentrer dans un tunnel de domination, quoi. Donc pour moi, ça peut. Mais ça va pas être facile. Alex, je t'en prie. Moi, hormis Verstappen, pour moi, c'est pas possible. Et quand on voit ce que vous venez de dire sur Red Bull, ça paraît peu probable. Mais hormis Verstappen, je vois ni Norris champion du monde à autant de reprises. Piastri peut-être parce qu'il est encore jeune et que si jamais il commence à en prendre un l'année prochaine et que, comme dit Kevin, ouais, peut-être, mais 7, c'est énorme. 7. Déjà, être champion du monde une fois, c'est si difficile. Le faire 7 fois. Alors, on a eu de la chance, quelque part, quand on prend l'histoire récente, d'en avoir 2 en moins de 20 ans. Entre Schumacher et Hamilton, il y a moins de 20 ans entre leurs 2 titres. Le fait d'avoir 7 titres, je vais y arriver. Entre le Chacun. 7e titre de Schumacher et celui d'Hamilton. Mais oui, Verstappen, je veux bien croire qu'il prendra les 3 prochains et peut-être même les 4 et que ce deviendra le recordman. Mais Ferrari, Leclerc, j'y crois pas beaucoup. Ferrari, Hamilton, ils feront jamais mieux que Mercedes, Hamilton, c'est pas possible. McLaren, ouais, peut-être, mais Pour pour moi, il va falloir attendre encore du temps. Vraiment attendre encore. moi, ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Si ça se passe mal pour Red Bull, Verstappen, enfin si ça se passe bien pour Red Bull, Verstappen peut y arriver. Sinon, je vois Mm. Piastri, parce que je trouve que vraiment ce mec a un truc en plus.
Il est très Ah, je suis jeune. d'accord. Dans la mentalité, je le trouve incroyable. Quand Verstappen l'accroche, là, il dit World Championship move et tout. Enfin, je le trouve. Quand il a la pénalité, good. Ouais, c'est ça. Je le trouve vraiment au-dessus du lot. Donc, si McLaren trouve quelque chose, Piastri il peut en prendre 4 d'affilée. Et enfin, c'est possible, quoi. Ouais. Mais entre 4 et 7, il va y avoir Ouais, des bien générations sûr. de pilotes qui arrivent, il va y avoir des évolutions. Voilà, 7, c'est quand même assez Après, énorme. il a mis 13 ans ou 14 ans à prendre l'essai Hamilton. En fait, Oui, aussi, c'est vrai. il a passé 12 ans avec Mercedes, il en a pris 6. Ouais. En sachant qu'avant, il avait fait 4 ou 5 ans chez McLaren, il en avait pris 1. Ouais. Ouais, mais Mais il en a pris 6, mais quand tu prends ces 12 ans, il y en a un où il peut en prendre un septième et ça se joue peut-être pas forcément sur la piste et il a 3 ans compliqués parce que Mercedes est garé complet. Donc Ouais, quelque part, Red Bull et Verstappen, ils ont euh, 9 ans de collaboration, je crois, l'année prochaine. Je pense que Ouais. ça fait. ouais, Et, 2016. donc là, on est à 8 ans. Si on parle pas d'une éventualité l'année prochaine, mais on est à 8 ans. Il a 4 titres. Mais sur les 4 titres, il a 4 ans où il est complètement garé. Il est quasiment nulle part. Ouais, mais Enfin, c'est pas la même période de leur carrière, parce que si tu pars de ce principe-là, en oui, tout c'est début de vrai. carrière, Hamilton, il a un gros passage à vide avec McLaren aussi. Oui. Mais là, techniquement, si Red Bull commence à perdre du rythme, bah, il va devenir garé comme les Hamilton depuis 3 ans, Bien quelque sûr, part. Et pas bien sûr. garé non plus, mais plus en Moi, mesure de jouer un titre. je suis complètement d'accord avec vous sur le cast de pilote que vous choisissez, parce que pour moi, il y a une grande chose qui est clé dans ce débat-là, c'est la longévité. Et la longévité, elle passe par le talent pur du pilote, et en talent pur, je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus que Verstappen et Piastri, qui eux sont vraiment des diamants bruts, être capable d'avoir beaucoup de vitesse et vraiment avoir ce talent-là. Ce qu'a peut-être Antonelli, qui semble C'est vraiment ce que être un j'allais dire aussi. prodige. Et ce que Wolf disait aussi, hein, il a la vitesse, maintenant il va falloir réussir à le canaliser, mais il a ce truc-là. Que Norris a pas forcément, Leclerc a peut-être, mais Leclerc il lui manque le mental. Le mental pour construire une aventure sur le long terme. Pouvoir être là tous les ans, pendant 7 ans, être contender. Pas se faire rouler dessus par son coéquipier, ce qu'il a pas maintenant, tu vois. Par exemple, ce qui se passe à Singapour, ça arrive pas avec les autres, tu vois. Enfin, donc Verstappen, il n'y a jamais un coéquipier qui lui a fait ça, hein. Donc, Mais pour moi, Norris et Leclerc ont la vitesse pure pour être avec ces mecs-là, mais ils ont le même problème, comme tu disais, j'arrive pas à les voir. Pour moi, Leclerc, il est pas assez méchant. Et Norris, je sais pas, j'arrive pas à l'imaginer, genre dominateur sur plusieurs saisons, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'il a pas ce qu'il faut. Peut-être que je me trompe, hein, mais ouais, j'ai l'impression qu'il a pas ce mental-là, tu vois, parce qu'on oublie quand même que Hamilton, enfin Verstappen anéantit tous ses coéquipiers, mais Hamilton c'est pareil. Politiquement c'est différent, c'est plus correct, mais Rosberg ne voit pas le jour. Il a l'occasion d'avoir un titre grâce à des faits, le fait qu'il se gare en plein piste Monaco, que le moteur de Hamilton explose à Sepang et qu'il se passe des choses comme ça, que juste avant la saison, comme de par hasard, le crew de Hamilton passe chez Rosberg et ça inverse. Enfin, des choses un peu bizarres, tu vois. Et juste après, il est tellement lessivé par Hamilton qu'il prend sa retraite. Et, et là, Leclerc, il n'est pas du tout dans cette optique-là. Norris non plus. Donc, je suis d'accord avec vous sur ça. Ça m'amène à une autre question. Est-ce que la fin de l'histoire, elle est pas prolifique pour les deux au final? Est-ce que c'est pas bien que... Vas-y, on en a assez vu, on a essayé pendant 3 ans, il s'est passé ce qui s'est passé avant, il faut pas une année de plus. Et j'ai l'impression que depuis 2021, ce qui s'est passé chez Mercedes, avec Verstappen, Masi, etc., il y a quelque chose qui s'est cassé. Depuis, on n'arrive pas à remonter la pente. On est toujours dans ce ventre mou de quatrième du constructeur, où on arrive à prendre une bonne perf de temps en temps, mais on n'arrive pas à régulièrement upgrader l'auto, ce qu'on arrivait à faire avant. À chaque fois que Mercedes a mené des upgrades, la voiture marchait de mieux en mieux, était de plus en plus dominante, pardon. Là, depuis 3 ans, on n'arrive pas à revenir au haut du tableau, et je pense que c'est bien pour les deux qu'on passe sur un nouveau projet. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ouais, c'est sûr que c'est bien. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Je pense que Mercedes comme Hamilton avait à cœur de réparer ça et de montrer qu'ils pouvaient le faire. Mais comme tu dis, ils n'ont pas réussi à progresser ensuite et bon bah c'est leur faute forcément. Donc mais oui, je pense que à un moment fallait arrêter et je trouve que le moment est bien choisi et je m'attendais à des adieux comme ça s'est passé là, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect. Et je pense que ouais, faut savoir dire stop et ils l'ont dit pas forcément tard, ils l'ont dit au bon moment pour moi.
Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord avec ça. Ils vont pouvoir. Mercedes va pouvoir passer à autre chose avec peut-être un crack générationnel qui est Kimi Antonelli. Et la nouvelle réglementation qui arrive. Hamilton, il se fait un dernier kiff en allant chez Ferrari. Everybody is a Ferrari fan, even if they say they don't, comme dirait Sébastien Vettel. Donc il se fait un dernier kiff à aller là-bas dans une voiture qui a une bonne dynamique, qui a l'air d'aller vite. Donc ouais, pour moi, c'est win-win. Dernier point de ce week-end, on referme la parenthèse Hamilton. Alpine va chercher la P6, ce qui semblait assez inespéré en début d'année avec la caisse qu'ils avaient. Fin de saison en boulet de canon, ils retrouvent de la perfo sur un tour, ils retrouvent de la perfo depuis Austin, comme disait Gasly. Ils vont finir P6 au constructeur et Gasly va finir lui P7 encore une fois dans les points. Fin de saison de bon augure pour l'année prochaine où la paire Gasly-Douane elle remet tout ça un peu et la gestion même de l'équipe remet un peu ça en perspective, les gars. Est-ce qu'on peut vraiment bâtir là-dessus? Il n'y a pas trop le choix, il faut bâtir là-dessus vu que c'est ça l'équipe et vu que c'est eux qui ont décidé de créer ça. Ouais, ils sont obligés de bâtir là-dessus. Après, est-ce que Douane Gasly ce sera aussi fort que Douane Ocon? Non, parce que c'est un rookie contre t'échanges un pilote très expérimenté, vainqueur de Grand Prix, qui connaît parfaitement la maison contre un rookie qui a certes euh, bien évolué dans l'académie, mais qui ne connaît pas le team premier. Donc, il va falloir du temps à Douane, il va falloir lui laisser aussi, parce que il en a besoin et c'est normal, c'est un rookie. Est-ce que Alpine lui laissera? Bah, j'espère pour Jack, mais bon. Est-ce qu'il faut s'attendre à faire P6? Oui, parce que vu les progrès, on peut même imaginer presque aller chercher une P5. Mais en fait, dans le même temps, on se dit ils progressent, mais ils ont un pilote qui va vite, rapidement, en moins. Donc c'est une contrepartie à trouver. Je pense que Gasly peut vraiment faire un très bon championnat pilote. Et au constructeur, on verra l'évolution de son coéquipier. Kevin? Alors moi, je leur chie dessus, vraiment, pour ce qu'ils ont fait à Ocon. Hum, Par contre, respect pour l'évolution de la voiture. Franchement, on l'avait pas vu venir. La voiture, elle est nulle part. Et il y a des upgrades qui arrivent. Et elle va vite, la voiture. C'est la 5e voiture du plateau. Depuis 3-4 courses, largement. Enfin, à bagarre avec la Haas et devant la Aston. Devant l'Aston. Donc, vas-y, pardon. Non, je dis ouais. Donc en fait, respect là-dessus. Mais pour moi, en fait, t'as beau avoir une voiture qui va vite et des pilotes qui vont vite. Si tant est que Douane puisse aller vite, on a vu que Gasly, il n'y avait rien à dire, qu'il était trop fort, qu'il va vite sur un tour, il va vite le dimanche, il fait pas d'erreur. Dès qu'il y a un peu de grabuge, hop, il se faufile, il gagne des places et tout. Tu sais qu'il va te sortir ça l'année prochaine, on n'est pas archi inquiet. Douane, on sait pas trop, moi ça me fait pas rêver, mais pourquoi pas. Mais en fait, genre, quand c'est malsain comme ça, en haut, en fait, tu peux rien sortir de propre, à mon avis. Je pense que tu peux rien sortir de propre quand tu vas chercher un mec catastrophique comme Flavio Briatore, qui est le plus grand tricheur de l'histoire des sports mécaniques, pour faire des coups de passe-passe, des trucs dégueulasses. On sait aussi que Jack Douane est managé par Flavio Briatore, donc c'est lui son agent, si je me trompe pas. Donc on sait que cette espèce de trucs bizarres qu'ils ont fait à Esteban Ocon, c'est sans doute motivé par ce mec-là. J'arrive pas, genre je me dis que même l'entente avec Gasly va exploser forcément à un moment donné, il va enchaîner 2-3 mauvaises perfs et ça va pas bien se passer. Genre on sait que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour que ça se transforme en e-tech d'ici 2 ans peut-être. Franchement, je souhaite que la voiture elle soit bien l'année prochaine pour que Gasly soit là où il mérite d'être. Moi sinon, franchement, ils ont perdu tout mon respect en fin de saison. Je suis assez d'accord avec vous, je vais pas vous paraphraser là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce qui s'est passé ce week-end? Goodbye Sergio Pérez, est-ce que c'était pas son dernier tour, le premier tour de la course? Tu vas peut-être biper ça, frère. Ouais, pour moi si goodbye Sergio Pérez, voilà, merci pour les services rendus, merci pour les Red Bull vendus au Mexique, mais bon frère, c'est bon,
Va en WEC toi aussi, t'as du talent, va faire autre chose. Mais là, c'est plus possible psychologiquement. Le pire, à la fin, il me faisait vraiment de la peine. Genre, psychologiquement, il a l'air de plus être. Il est au fond du trou. Il se disait qu'il allait enchaîner une bagarre juridique pour être là l'année prochaine. Gros, te lance pas là-dedans, ça sert à rien. Lâche ça. Ouais, lâche ça, c'est bon. Maintenant, il parle de Liam Lawson à sa place. Moi, j'aime bien. Je sais que vous êtes moins fan. Moi, j'aime bien. J'aurais quand même mis plus Tsunoda, mais ouais, Perez, c'est bon. Merci, mec, mais. C'est pas qu'on n'est pas fan, c'est que on attend de voir. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Magnussen. J'aime beaucoup, je respecte beaucoup le parcours, mais pas garanti, on verra quoi. Non, mais après, ouais, je pense que c'est fini pour Sergio. Et, c'est pareil qu'Hamilton, quoi. Heureusement que ça se finit, mais c'est un contexte différent, quoi. On est un peu moins fort, un peu. Non, mais en fait, c'est bon, genre. Hamilton, c'était pour trouver un nouveau projet. Bah, Perez, c'est pareil, mais loin de la Formule 1, ce projet. Par contre, le WEC, je pense qu'au contraire, ce serait vraiment très bien. Ça arrangerait le WEC aussi, parce que, bah, faut pas se mentir, il y a un Mexique, il y a un marché, pardon, au Mexique à aller chercher quand Sergio Perez signe quelque part. Enfin, faudrait. C'est indéniable. Ah, Donc, je pense l'éditeur que de Mexico, là, ça va être ça beau. peut intéresser le WEC, ça peut intéresser certains constructeurs, et ça reste un pilote avec de l'expérience qui va toujours vite quand il est perfo. On l'a vu rentrer en Q3. Alors, vous direz, c'est pas exceptionnel quand tu as une Red Bull, oui, mais quand tu enchaînes Q1 sur Q1 et que tu viens en Q3, ça veut dire que quand même, tu as au moins le niveau pour emmener ta voiture en Q3. Donc, non, je pense que ouais, il faut que ça se termine et que Red Bull fasse un vent nouveau, quoi. Surtout s'ils sont moins performants. Allez, dernier petit point. Une note artistique sur la sortie de Bottas, peut-être 11 sur 10 pour la note artistique. Qui vient complètement harponner Kevin Magnussen. Il vient de détruire l'avant de sa Sauber dans le 29e tour. Lui aussi, clap de fin sur sa carrière. On reviendra pas dessus parce que bah, c'est un peu comme Perez. Hein. T'étais bien gentil. Ouais, c'est plus respectable, c'est plus respectable Ouais, quand même. respecte, Ouais, c'est plus respectable. Il Ah, a pas eu si. les mêmes opportunités, ça va, mec. Si t'avais mis Ah, Perez ça en emmenait des titres 2019 dans la à Mercedes, Mercedes, hein. c'était pareil. Ouais, mais gros, il a les opportunités parce qu'il est rapide. Enfin, je veux dire, si Perez avait Parce été qu'il est plus dans le rapide à un giron moment donné. Mercedes. Non, mais avant de signer chez il Mercedes, était s'il a rapide, l'opportunité, mais c'est parce qu'il est rapide. Ouais, il est gifted, il arrive à un moment dans le giron Mercedes où il y a que lui. Enfin, et il arrive, il est parachuté là parce que Rosberg prend sa retraite sans que ce soit préparé. Enfin, ouais. Bah, Ça mec, emmène des titres à Mercedes. Non, respectons un peu mec, le moi, la phare carade de- Oui, la c'est- carade non, mais Bottas, c'est vrai, je la c'est vrai signe que- je la signe tous les jours, hein, pour le coup. Non, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler quand même que quand la Mercedes avait 8 dixièmes d'avance sur tout le monde, il en prenait quand même 5. Donc c'était quand même assez intéressant. Une ordure, c'est une ordure. C'est la vérité, hein, vraiment. Le seul fait marquant que j'ai de lui dans sa carrière, c'est quand il s'est amusé à faire la tondeuse en Autriche, et c'est le seul moment où il a été meilleur qu'Hamilton. Mec, Bref. moi, Hongrie 2021, dans nos cœurs, Valtteri Ah, Bottas, le bowling. Bah oui, bah voilà, bah, il finit pareil ce week-end, c'est magnifique. incroyable. Ah, mais c'est un vainqueur de Grand Prix quand Eh, même. Oh, Q3, Heureusement qu'il avec la- gagne. Mais vous oubliez que c'était les mêmes débats que Perez à l'époque, hein, Bottas. Hein. C'était quand est-ce qu'il Non. s'en va. Non, mais bien sûr que c'est les mêmes non, débats. parce Et que... qu'il était moins, parce que- moins agaçant que Perez quand même. Mais bien sûr, parce qu'il parlait pas. Mais où est-ce qu'il est Bah en voilà, 2020 bah, Où est-ce qu'il est en 2021 pour aider Hamilton? Oui, ça par contre, ça je suis d'accord. Et que quand ça, oui. en 2020, quand Russell remplace Hamilton qui a le Covid, il lui chie dessus en le passant à l'extérieur Ah, et mec, tout. alors qu'il arrive même pas à passer ses pieds dans le cockpit. Il ça, conduit c'est avec les enfin pieds qu'il va parler repliés, de frère. Russell. Non mais c'est vrai. Est-ce que je mens? Non. Non, voilà. Donc non, mais je suis d'accord sur. Mais je trouve quand même que sa carrière est. Ok, peut-être servie par la surperf de la Mercedes qui lui est tombée sur un jour, mais elle est largement plus respectable que celle de Perez. Non, largement plus t'abuses parce que Perez, il a quand même une sacrée carrière. Il est passé par de grandes équipes, dont McLaren. Je pense que ça match, oui. Oh, la mais McLaren, quand il y passe, c'est vrai qu'elle est très grande en plus. Hein. non, mais Oh, c'est aïe, une aïe, grande aïe. équipe. J'ai pas dit qu'il avait une grande chance. Mais je Pardon. pense que Bottas, il a quand même contribué à l'hégémonie Mercedes et que Perez, hormis la finale en 2021, a moins contribué à aider Verstappen à gagner. Et Red Bull a gagné des titres. Pour moi, Perez a juste une victoire plus belle que toute celle de Bottas. C'est quand il gagne en partant dernier, on se retrouve en 20ème au Qatar avec la Racing Point. Là, je sais même pas si c'est pas Bahreïn court. Si c'est Je pense si, que c'est ouais, c'est ouais, la course c'est où Russell le- du coup chie sur Mais c'est la Bottas. course de Russell, justement. c'est la outer track, ouais, c'est celle-ci. Avec la Mercedes rose. Putain, que de souvenirs. Ouais, incroyable. Bon, je vous propose qu'on mette un petit clap de fin sur cette saison, en se projetant directement sur l'année prochaine. Est-ce que vous avez pu y réfléchir? Je vous demande un prono pilote et un prono constructeur pour l'année prochaine.
Kevin, je t'ai hoché la tête, vas-y, je t'en prie. Archi dur, frère. C'est vraiment très très dur là parce que t'es tenté. Enfin, oh là là, je sais pas. Moi, je sais. Hein. Mec, je tente un truc parce que je l'adore et je pense que la dynamique de la voiture va rester la même. Donc en constructeur, je vais dire McLaren. Par contre, en pilote, je vais dire Piastri. Ok. Oh, intéressant. Troisième saison de la maturité, plus régulier que Norris et la voiture trop au-dessus du lot pour que Verstappen, Hamilton, Leclerc lui cassent les couilles. Ok. Toi, Alexandre. Hamilton, McLaren. Qu'est-ce qu'il Oh, il est chaud. ouais, le mec. Ouais. Et j'irais même, parce que bon, évidemment, il y a un choix du cœur certain. J'irais même à tenter un truc. Je pense que Verstappen est un immense candidat pour le titre et je suis même pas sûr qu'il le chope pas. Ouais, ça c'est possible. Ok. Mais avec une voiture mid, Parce il va que- jouer le titre, ce bâtard. Hein. Exactement. Parce que Hamilton joue le titre en 2021 avec une Mercedes qui est quand même, sur certains circuits, à l'agonie par rapport à la Red Bull. Et- Et je pense que dans les circuits où ça va aller, je pense que Verstappen, il va éteindre tout le monde, comme il a pu faire. Et dans les circuits où ça va aller un peu moins, il va user de roublardise, de mauvais coups et d'accrochage pour enlever Il un va peu les caler concurrents roublardise. et prendre des points. Donc moi, je me dis, Verstappen, je vois beaucoup de choses passer sur, pas l'enterrer non plus, mais disant, bon, bah, ça va se jouer sans lui l'année prochaine. C'est mal connaître le bonhomme quand même. Hein. Oui, oui. Et moi, alors attends, avant de demander ton pronom, Maxime, j'ai une question. Maxime, pardon, j'ai une question. Est-ce que l'année 1 de Adrien Newey, Alonso, il peut être dans une fusée l'année prochaine Ah, c'est avec Verstappen 2026, mec. Et c'est 2026, Ah, la putain, vraie Le année. gardening l'année l'année prochaine, prochaine. ouais. Ah, Mais C'est oui. intéressant. Mais réponse oui. Moi, ma Ok. réponse, c'est que 2026, Alonso, il est plus là. Parce que l'année prochaine, il va les insulter toute l'année. Non, non, moi je pense pas. Ce sera Tsunoda. Ah, c'est vrai, avec le Honda, il sera là. Il va falloir le caser, lui T'as aussi. quoi t'as ton- trop fait de carrière Formule 1, toi. C'est Hein. quoi ton pronom, Non Maxime mais c'est vrai que Tsunoda, il peut être là en 2026. Avec C'est- Honda c'est- qui sera motoriste. Mon prono, c'est Ferrari en constructeur parce qu'ils ont l'air d'être sur la bonne voie du développement. Ils commencent à avoir une bonne voiture de course, en plus qu'elle soit bonne en qualif. Et puis surtout, ils auront la plus grosse paire de pilotes. Et pas la plus grosse paire de couilles, mais la plus grosse paire de pilotes Oh là, de la oh là, grille. oh là. Je suis pas Mec, d'accord, mais- trouve... Ah, vas-y, trouve meilleur. Je t'écoute. Bah, en 2025, pour moi, Piastri Norris, c'est meilleur que Leclerc Hamilton. Ouais, d'accord, allez. Ah, franchement, aujourd'hui, on peut pas trop savoir en vrai. Hein. Bah, Mais non, mais moi, juste en talent pur des pilotes, moi je te dis que pour Ah, moi, pour c'est- moi, non. talent pur, oui, mais. Non, pour moi, non. Non, je te Bah, dis, ouais, pour moi, non. qui- Enfin, je veux dire, regarde, je suis désolé. En talent pur? Bah, en talent pur, ça se bagarre. Sur la longueur d'une saison, je fais plus confiance à. Enfin, je veux dire, moi, je suis désolé. Leclerc Hamilton, c'est. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'adore les deux et je serais archi content qu'ils soient réguliers. Pour moi, c'est pas plus fort que Norris Piastri. Vraiment, Ok. je veux le dire. Oui, mais parce qu'on connaît pas, donc moi aussi, je suis d'accord. À l'instant T, forcément, je ferais plus confiance à Norris et Piastri parce qu'on sait ce que ça vaut. Mais en talent pur, j'ai fait mon choix et c'est pas le même que ce que je dis. Non, mais parce que si tu prends à leur prime. Non, mais si tu prends à leur prime, comme tu dis en talent pur, pourquoi pas. Ok. Pour moi, Ouais, je dis, comprends. en 2025. Ah oui. En 2025, je suis Ouais. pas sûr que Leclerc Hamilton ce soit plus fort que Norris Piastri. Je comprends, c'est vrai que si tu mets de côté les 7 titres d'Hamilton et que tu dis juste je le prends à l'instant T. Ah. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va empêcher McLaren d'aller chercher le titre, c'est que potentiellement Piastri sera meilleur que Norris l'année prochaine. Et que oui. qu'en gestion d'équipe, déjà qu'ils n'arrivent pas à les gérer quand il y en a un qui est plus fort que l'autre et que c'est Norris le meilleur, quand il va y avoir une vraie bagarre, ça risque d'être compliqué. Et Ouais, moi pilote, aussi, j'ai peur pilote de je ça. dis comme vous. Pilote, je dis comme vous, je dis Verstappen. Bah, on n'a pas dit Verstappen, nous. Il a dit Ah, Hamilton enfin, et j'ai dit ouais. Piastri. Non, mais Ah, comme j'ai il a- dit comme a dit Verstappen en Alexandre, deux, quoi. Ouais, mais- je pense que Verstappen, c'est lui qui sera dans la structure la plus stable et qui pourra capitaliser là-dessus. La plus stable. Ben, en fait, si tu veux, il est là. Enfin, mec, c'est le quadruple champion du monde en titre. Oui, oui. Il reste dans la même équipe, il travaillera avec les mêmes gens. Ouais, il par aura pas de contre, ça, bataille avec son coéquipier. Donc, la voiture sera pour lui. Donc, c'est lui qui a le plus de chances de gagner pour moi. Moi, c'est Et la Antonelli en prend une. Ouais, ça, je pense un peu. Moi, la courbe de perf de la Red Bull, elle me fait sur la saison, elle me fait trop peur pour la saison prochaine, en fait. Vu comment elle a plongé tout au long de la saison, même si c'était un peu mieux à la fin. Par contre, si Verstappen domine pas tout le monde, grand divertissement l'année prochaine. Ah, c'est vrai, putain, les radios, mon dieu. Entre lui et Alonso, vraiment, le groupe des toxiques, là, ça va être magnifique. Ah, là. Bon, les gars, mon PC a plus que 9% de batterie, donc je vous propose qu'on arrête là cet épisode.
parce que sinon je vais pas pouvoir enregistrer l'audio. Mais en tout cas, merci beaucoup Alexandre d'avoir bien voulu m'accompagner là-dedans, d'avoir été là et d'avoir pu donner tes idées, de m'aider à construire ces épisodes. Merci à Kevin d'avoir bien voulu prendre le risque et de sortir de sa zone de confort pour être avec nous ce soir. J'ai trouvé ça très très cool. Et en espérant vous retrouver du coup à partir de l'année prochaine, peut-être pour parler de MotoGP, c'est sûr. Formule 1, on verra bien. Mais en tout cas, merci beaucoup les gars. Et peut-être d'autres choses. Merci à toi, mec. Merci, Alex. Merci, Maxime. Ouais. Et, puis- Merci Max pour l'opportunité d'avoir tout construit tout seul, puisque je n'étais que aidé, mais tu es quand même l'initiateur et le plus grand producteur de ce projet. Et il est bon de le rappeler quand même. Merci beaucoup les gars, j'espère que l'épisode vous aura plu, en tout cas aux personnes qui nous ont écoutés. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Allez, ciao. La bise. Ciao, ciao. Il est là, ce dernier tour. L'explication finale est arrivée entre les deux hommes. That's for all the kids out there who dream the impossible. Accélère, accélère. La victoire de Pierre Gasly. Sebastian Vettel, you are the world champion! You are the man!